Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute de cette 4e séance des rencontres du RT14 de l'année 2024. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marjorie Glas pour parler de son ouvrage intitulé « Quand l'art chasse le populaire, socio-histoire du théâtre public en France depuis 1945 », paru en 2023 aux éditions Agone. Alors, quelques mots pour commencer à propos de ces rencontres du réseau thématique Sociologie des arts et de la culture, donc RT14 de l'Association française de sociologie. Il s'agit d'un projet à la croisée du séminaire et du podcast qui est né en 2022 et qui vise à présenter l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous la forme de discussions avec des auteurs et des autrices qui ont publié récemment un ouvrage. Le podcast sera diffusé sur le carnet Hypothèse et sur la chaîne YouTube du RT14. Vous y retrouverez d'ailleurs l'ensemble des rencontres qui ont déjà eu lieu. Aussi, avant de commencer cette discussion avec Marjorie Glas, je vous invite d'ores et déjà à notre prochaine séance avec Alexandre Robert autour de son livre intitulé « Devenir compositeur, enquête socio-musicologique sur Déodat de Sévérac », animé par Regina Hadjipetrou-Andronicou et moi-même, qui aura lieu le 12 juin, ici même, au site Pouchet du CNRS. Bonjour Marjorie Glas. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui au sein de ce réseau thématique que tu connais bien. Tu es sociologue chargée d'études au COREPS, le comité régional des professions du spectacle, et tu es chercheuse attachée à l'IRIS, l'Institut de recherche sur les enjeux sociaux. Tu continues également d'enseigner la sociologie de la culture ainsi que la sociologie des professions et des politiques culturelles, notamment à l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre. En 2016, tu soutenais ta thèse réalisée à l'EHESS sous la direction de Gérard Noiriel, qui préface aujourd'hui ton livre issu de ce travail colossal que nous allons avoir le plaisir de découvrir et de parcourir avec toi. C'est donc un ouvrage qui a été, je le rappelle, publié donc en 2023 chez Agone et dont le titre est « Quand l'art chasse le populaire, socio-histoire du théâtre public en France depuis 1945 ». Et dans ce livre, tu cherches à comprendre comment le théâtre de service public en France s'est progressivement coupé de ses publics populaires et s'est finalement enfermé dans un certain entre-soi. Alors, dans un premier temps, pour entrer dans la construction même du livre, il me semble important qu'on s'intéresse à la méthodologie de cette recherche et donc à la façon dont tu produis ces analyses. C'est un livre en 6 chapitres au cours desquels tu retraces de façon très détaillée et chronologique la façon dont le théâtre public s'est organisé et institutionnalisé depuis 1945 jusqu'aux formes qu'on lui connaît aujourd'hui. Et finalement, tu t'attaques à une question assez brûlante qui est de savoir comment est-ce qu'en France, on est arrivé à une situation où, pour certains, en fait une trop petite poignée de personnes, le théâtre public représente l'avant-garde et le bon goût, et pour d'autres, qui sont parfois les mêmes, ça a tendance à être plutôt synonyme d'ennui et de mépris. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu traites cette question non pas par l'angle de la sociologie des publics ou de la réception, mais par celui de la sociologie des professions. Et cette sociologie s'intéresse à la façon dont les groupes professionnels émergent, se font reconnaître, se coordonnent. Et peut-être que ton parcours d'administratrice de compagnie a joué dans cette approche qui est singulière, qui enrichit beaucoup ce travail. Est-ce que tu peux, pour commencer à parler justement de sociologie des professions, est-ce que tu peux, pour partir d'un exemple concret, nous parler un petit peu de cette activité d'administratrice que tu as eue et de la femme que tu étais à cette époque qui se posait déjà un certain nombre de questions. Par exemple, à quel paradoxe est-ce que tu étais confrontée à ce moment-là ? C'est cette expérience précédente d'administratrice de théâtre, je vais y revenir, qui a fondé cette question de recherche, en fait, cette question initiale. Donc avant d'être sociologue, avant de me lancer dans une thèse, j'ai effectivement travaillé comme administratrice d'une compagnie de théâtre. Une administratrice, c'est quelqu'un qui s'occupe de produire les spectacles, de chercher de l'argent, les financements, etc., puis qui organise la création, donc surtout le volet administratif.
j'avais mené des études, j'avais suivi des études pour devenir administratrice de théâtre. C'était pas un pas de côté. Au départ, c'était vraiment ce que je souhaitais faire, pour deux raisons. J'avais découvert le théâtre au lycée, puis à l'université dans la pratique amateur. Ça avait été une vraie révélation pour moi. Et puis, j'avais à l'époque un parcours aussi assez militant et j'avais le sentiment que travailler dans le monde théâtral permettait, en tout cas, d'allier, en tout cas, ces deux éléments, cet amour du théâtre, et puis cette idée que je pouvais changer le monde avec mon métier, puisque voilà, j'avais cette croyance profondément ancrée en moi que le théâtre pouvait changer le monde. Alors ça peut paraître, quand on est sociologue, on déconstruit les choses et en plus on s'aperçoit bien que voilà, c'est une croyance qui est historiquement constituée, etc. Mais c'est pourtant une croyance qui est très largement partagée en fait dans ce monde théâtral et particulièrement, j'y reviendrai plus tard, dans ce monde théâtral public. Et donc, je me suis lancée dans ce métier-là. J'ai travaillé pendant 4-5 ans à cet endroit-là. Et en fait, cette idéalisation du secteur a très vite laissé place à un véritable désenchantement, puisque je me suis aperçue que je travaillais et on travaillait collectivement pendant des années à la production d'une pièce, etc., qui allait changer le monde, changer le regard que les gens avaient sur le monde, etc. Et puis, en fait, plus on avançait dans la production de ce spectacle, plus, en fait, ce qui nous intéressait, au fond, c'était pas tellement comment on allait changer le monde, mais combien de professionnels, programmateurs viendraient voir le spectacle, si les pros allaient aimer, s'ils allaient acheter, etc. Ce que ça raconte, c'est que on a affaire à un secteur professionnel qui s'est resserré sur des enjeux propres, ce qui est propre en fait à tout champ professionnel, c'est pas original, mais c'est problématique dans un secteur professionnel qui se fonde sur sa capacité à créer du lien social en fait. Et donc c'est cette première contradiction qui est venue poser en fait ma question de recherche pour répondre à ta question. Et alors ton corpus, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu maintenant ? Qui sont précisément ces professionnels dont tu as étudié le travail et le parcours et quel était ton objectif en faisant ces choix ? Alors j'ai commencé à travailler sur un corpus d'une trentaine de personnes, donc elle serait resserrée de 32 personnes exactement, soyons précis, qui est un corpus composé de gens qui ont signé une déclaration commune en mai 68 qui s'appelle la déclaration de Villeurbanne. Alors pour les gens qui sont connaisseurs de théâtre, c'est une déclaration qui est extrêmement connue puisque c'est une déclaration dans laquelle la totalité des directeurs, il n'y a que des hommes, donc je dis aux directeurs de manière volontaire, de théâtres subventionnés par l'État, signent une déclaration commune disant il faut redonner une fonction sociale au théâtre, il faut toucher le non-public, donc le public qui ne fréquente pas les théâtres, le théâtre a une vocation sociale, etc., etc. Et donc qui affirme très fortement la vocation sociale et politique que le théâtre doit jouer dans la société. Donc, j'ai d'abord travaillé sur ce corpus de personnes. J'ai mené un travail qu'on appelle prosopographique. Je précise, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, que j'ai mené une thèse en socio-histoire. Donc, l'outil historique est très important pour moi. Donc, la prosopographie, c'est quoi ? C'est qu'on prend une série de personnes et puis on se dit qu'on va collecter toute une série de données les concernant. Donc, concernant ces signataires, ce qui m'intéressait, c'était tous les éléments qui me permettraient de mettre en lien leur carrière professionnelle et leurs relations publiques, en me disant, j'aimerais voir si les carrières réussies sont corrélées avec un intérêt croissant pour le public, ou si au contraire, le fait de s'intéresser au public, ça permet pas d'avoir une carrière réussie, etc., etc. Donc l'idée, c'était effectivement de prendre cette question du rôle social du théâtre sous l'angle d'une sociologie des professions, des carrières, des trajectoires, etc. Donc, sur cette prosopographie, j'ai utilisé à la fois les origines sociales des personnes, leur formation, est-ce qu'ils ont eu des formations artistiques, plutôt d'animateurs, leur carrière. Alors les carrières, c'est le nombre par exemple de lieux dirigés. Est-ce que ces lieux sont des lieux qui sont cotés, qui sont bien positionnés au sein du champ théâtral, les différents prix qu'ils ont pu recevoir, prix de la critique, les différents articles. Donc ça, c'est tous les éléments qui concernent des éléments de consécration de carrière. Je me suis intéressée aussi à leur engagement politique. Est-ce qu'ils sont encartés, est-ce qu'ils étaient syndiqués, etc. Et puis je me suis intéressée aux discours qu'ils ont pu porter vis-à-vis de la question du public, du rôle social du théâtre, et puis leur pratique aussi en direction des publics. Voilà. Et tout ça, évidemment, dans une évolution, dans une logique évolutive, puisque tout le monde n'a pas les mêmes croyances ou les mêmes pratiques à tous les âges de la vie. Et puis, donc ça, c'était un premier corpus qui m'a permis donc, de forger de grosses hypothèses, mais qui me permettait de travailler principalement de l'après-guerre jusqu'aux années 80.
Et donc, ce qui m'intéressait, c'était quand même d'aller jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'ai élargi le corpus à tous les directeurs et directrices, cette fois, il y a un peu de femmes qui émergent, des structures labellisées par l'État, que sont donc centres dramatiques nationaux et maisons de la culture, qui sont ensuite labellisées scènes nationales. Je ne rentre pas dans le détail de ce que signifient ces sigles. Et donc, voilà. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était à la fois donc, de faire des histoires, de retracer des trajectoires individuelles, et en même temps, à partir de ça, essayer de comprendre comment structurellement les choses se constituent, et puis comment la question de la consécration, en fait, elle est intimement liée, ou elle se délie progressivement, au contraire, de la vocation sociale qu'on va donner au théâtre. Et le dernier intérêt que je voyais, en tout cas, enfin que j'ai perçu plutôt a posteriori, après la recherche, c'est qu'au fond, ce travail-là prosopographique m'a permis de travailler à la fois sur les vainqueurs de l'histoire, mais c'est des gens sur lesquels on connaît déjà beaucoup de choses, des gens que même les pas connaisseurs de théâtre connaissent, Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent, etc. Mais ça m'a permis de travailler aussi sur les vaincus de l'histoire. Et ça, c'est aussi en fait super intéressant. D'ailleurs, tu as fait le choix de ne pas anonymiser tes enquêtés. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce choix et comment ton livre a été reçu par tes enquêtés et plus largement par les professionnels du spectacle vivant. Alors c'est quelque chose qui m'a posé question, évidemment, et en même temps qui m'a pas posé question longtemps, dans le sens où anonymiser Patrice Chéreau, ça n'a aucun sens. On a affaire à des gens dont les carrières sont très largement publiques. Si je retrace leur carrière, que j'indique leur position quand ils sont à la direction de tel théâtre, tous les connaisseurs de théâtre verront quel est ce théâtre. Donc j'ai assumé effectivement de ne pas anonymiser. J'ai prévenu pendant les entretiens. Donc il y a des choses qui ne sont pas parues dans la thèse ou dans le livre, qui sont restées off parce que les gens me l'ont demandé. Et puis après, finalement, ils m'ont assez peu demandé de laisser des choses en off, parce que c'est des gens qui ont l'habitude, en tout cas quand je les ai eus en entretien, qui ont l'habitude de se mettre en jeu, de se mettre en scène, ce qui posait parfois problème en entretien, et du coup qui voyaient pas trop l'intérêt d'être anonymisés. C'est des gens qui nous voient, qui ont plutôt eu tendance au contraire à toujours tenter de sortir de l'anonymat. Alors, je sais pas si c'est un avantage, mais le livre, les entretiens que j'ai faits, c'est des entretiens que j'ai faits avec des personnes qui étaient très vieillissantes, très âgées, parce que je les ai eus vraiment, ils avaient quitté leur carrière, ces signataires de la déclaration de Villeurbanne, c'est principalement eux que j'ai eu en entretien, sur les très longs entretiens. Et en fait, la plupart étaient décédés quand le livre est sorti. J'avoue que c'était plutôt un soulagement parce que parfois on m'a dit que j'allais pas de main morte sur certains, et donc du coup j'avoue que ça m'évite une certaine culpabilité. Voilà, en tout cas là-dessus. Et par rapport à la réception du livre, j'ai été surprise parce que j'ai eu une réception très favorable des milieux de l'éducation populaire ou de l'animation, ce qui m'étonnait pas du tout. Et finalement, dans le monde du théâtre, ça commence à venir, signe peut-être que la question du retour au peuple, au populaire, revient un petit peu en force actuellement. Alors, tu mobilises un deuxième outil pour réaliser cet ouvrage qui est la socio-histoire. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'une approche socio-historique? Et est-ce qu'elle a été décisive pour toi pour progressivement objectiver le regard que tu portais sur ces professionnels? Si oui, est-ce que tu peux nous dire comment, de quelle manière? Alors, la socio-histoire, c'est quoi? C'est en tout cas l'idée, c'est d'abord une boîte à outils, c'est pas un concept, voilà, c'est vraiment une boîte à outils, c'est-à-dire l'idée de faire de la recherche en se basant sur des outils sociologiques, des outils historiques, pourquoi pas d'autres disciplines, etc. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de penser la recherche comme une boîte à outils. Puis le deuxième élément fondamental sur la socio-histoire, c'est vraiment de se dire que les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le fruit, en fait, tout simplement, d'une construction historique. Et donc, pourquoi pas aller voir dans le passé pour essayer de comprendre comment les choses se sont construites et comment on arrive à un point de contradiction qui est celui que j'ai pointé au tout début de l'entretien. Donc, la socio-histoire me paraissait être en tout cas le bon outil pour essayer de comprendre comment on en était arrivé à cette contradiction on parle sans arrêt du rôle social de l'art et puis en même temps on parle à un public d'initiés et ça pose problème sans vraiment poser de problème. Donc c'était un peu ça l'idée. Que dire? Donc j'ai travaillé effectivement
d'abord dans une approche d'archives. Donc j'ai dépouillé beaucoup d'archives. Je vous dirai pas, je vais pas vous préciser lesquelles, ça n'a pas grand intérêt. Et en fait, ça a été très important pour moi, puisque à partir du moment où j'étais moi-même issue de ce champ théâtral-là, j'avais partagé ses vocations, ses croyances, etc. Les archives m'ont permis quand même une mise à distance assez forte, d'objectiver, etc., de saisir aussi toute une évolution que j'aurais du mal à saisir à l'endroit où j'étais. Donc ça, c'était vraiment un outil d'objectivation. C'est un outil d'objectivation, l'archive, très clairement, quand elle se recroise, etc. Mais c'était d'autant plus nécessaire pour moi, qui était un peu prise aussi dans ces croyances-là. Et puis, ça a été un super outil aussi, ces archives, en entretien, parce que j'ai utilisé pas mal les archives en entretien, à la fois pour travailler à une remémoration des souvenirs, à des personnes qui étaient assez vieillissantes. Donc, il y a eu aussi un outil qui a été fait, enfin, ça a été un outil finalement d'entretien. Et puis un outil qui permettait de ne pas se laisser embarquer dans un discours déjà préconçu, préfabriqué par des gens, notamment les gens les plus connus, qui ont déjà écrit 3 autobiographies, on a écrit déjà leur biographie, etc. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de se raconter, de se mettre en avant, de se mettre en scène. Et le retour à l'archive permettait en entretien de dire mais à l'époque vous avez écrit ça, ah bon j'ai écrit ça, bon c'était pas une manière de coincer les gens, mais en tout cas de les remettre face à la réalité de leur pratique à un moment donné. Donc l'archive elle a vraiment eu ça a été vraiment un outillage assez précieux. Alors maintenant on va davantage entrer dans le contenu de ton livre en abordant les fondements du théâtre public. Tu débutes ton livre en décrivant comment s'est mise en place la décentralisation du spectacle vivant à partir de troupes locales qui tissaient des liens importants avec la population. Est-ce que tu peux nous parler de ces liens qui se formaient par les outils du théâtre entre les animateurs des années 50 et les citoyens ? C'est une histoire qui est très largement documentée. Moi, je l'ai travaillée donc plutôt sous l'angle effectivement des pratiques en direction des publics. En tout cas, j'ai essayé à partir des archives existantes. Alors, après-guerre, le théâtre qui se développe, c'est un théâtre qui s'auto-qualifie de théâtre populaire et qui est mis en place dans le cadre de troupes itinérantes. C'est des troupes de théâtre qui sont souvent en fait conçues à Paris et puis qui décident de s'implanter sur un territoire en province, comme on dit à l'époque. Voilà, et donc il y a 5, 6, 7, 8 troupes petit à petit qui vont s'implanter, ces troupes du théâtre populaire. Elles sont composées de gens qui ont souvent une double ascendance. C'est des gens qui ont été comédiens dans les théâtres de rive gauche à Paris, donc des théâtres privés mais plutôt d'avant-garde. Donc c'est des gens qui défendent une certaine esthétique, une certaine qualité artistique qui se différencie du théâtre de boulevard parisien, de la rive droite. Et puis, par ailleurs, c'est des gens qui ont aussi un passif au sein de l'éducation populaire, chrétienne ou communiste. Donc, il y a différentes manières. Et du coup, c'est des gens qui, en tout cas, une fois sur le terrain, une fois que leurs troupes sont constituées, vont tenter d'articuler, tâcher d'articuler cette question de la qualité artistique et puis les préceptes de l'éducation populaire qui veulent que la culture ou la pratique artistique ou la fréquentation d'un spectacle a une capacité en fait émancipatrice de la population. Et donc, cette articulation, elle se fait par toute une série de pratiques qui sont, alors, pour certaines, très largement partagées. Il y a notamment le modèle de Jean Vilar, qui est beaucoup partagé sur les tarifications, donc quels tarifs on applique, faire des feuilles de saille pour expliquer les spectacles, comment on accompagne les spectateurs dans la compréhension des pièces, si on sent que les pièces sont difficiles. Comment construire aussi, quel répertoire on travaille, c'est aussi quelque chose d'important. C'est des troupes qui travaillent plutôt le répertoire classique, considérant que le répertoire classique, ça va être Shakespeare, Racine, Molière, etc., tout ce qu'on a appris à l'école, parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ce répertoire classique a traversé les siècles, il est universel et il peut effectivement réunir la population autour de ça. Donc il y a tout un travail aussi autour des répertoires. Mettre une pièce comique pour faire venir des gens, pour ensuite essayer de les amener vers des pièces considérées comme plus difficiles. Donc il y a aussi ce travail-là qui est fait. Et puis le gros travail qui est fait pour élargir le public, pour faire venir un public local dans des lieux où il n'y a pas de théâtre, les gens ne sont jamais allés au théâtre, c'est un travail où on constitue des relais beaucoup dans les associations d'éducation populaire, des relais dans les écoles, etc. Et ça se fait en fonction des territoires sur lesquels on est implanté. En Bretagne, ça va être les relais plutôt catholiques. En Bourgogne, la Fédération des œuvres laïques est très active, donc ils vont jouer un rôle très important, etc., etc. Donc ce travail, il se fait de cette manière-là.
Chose très importante, c'est qu'au sein des troupes, il y a un chef de troupe, une espèce de patriarche comme ça, une espèce de grande figure. Mais ce chef de troupe n'est pas nécessairement le metteur en scène. Aujourd'hui, les chefs des compagnies, c'est les metteurs en scène. À l'époque, pas du tout. C'est plutôt des gens qui sont des chefs, des leaders, en quelque sorte, de ces troupes-là. Mais tout le monde fait un peu tout. Donc, les gens peuvent être à la fois comédiens, ils peuvent faire de temps en temps de la mise en scène, ils vont faire un peu de technique. L'administratif, ça va être celui qui a fait un peu d'études qui va faire ça. Et puis, la question des publics, tout le monde, en fait, se la coltine. Tout le monde va faire des affiches, tout le monde va rencontrer, etc. Pourquoi je raconte ça ? Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie à l'époque entre la question de mettre en relation une œuvre et un public et puis le fait de créer une œuvre. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Et c'est en tout cas ce modèle-là de troupe du théâtre populaire qui va servir de fondement à l'intervention publique en matière culturelle. C'est-à-dire que le secrétariat d'État aux Beaux-Arts qui commence à financer ces troupes pour essayer de mettre en place ce qu'on appelle à l'époque une décentralisation dramatique, donc l'idée d'implanter des troupes sur tout le territoire français, eh bien, ils fondent leur subvention sur ces deux critères, la qualité artistique des spectacles et la capacité à élargir le public. Et tu montres ensuite qu'alors que l'implantation territoriale locale des troupes était importante et valorisée, il y a eu un recentrage progressif de la consécration des artistes vers Paris à la fin des années 50 et les prémices aussi d'une marginalisation du public local. Alors, quel est le rôle de l'apparition de l'esthétique brechtienne dans cette évolution et est-ce que tu peux nous parler de quelques figures emblématiques de cette nouvelle cause qui apparaît à ce moment-là ? Ouais. Alors, je pense qu'on peut peut-être séparer les deux questions, parce que l'apparition de Brecht, elle a des effets, mais un peu plus tard. Alors, la première chose, c'est effectivement, au départ, c'est intéressant quand on cherche dans les archives les rapports d'inspection, dans les archives du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, puis du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, c'est 1959, la création. On voit en fait que les inspecteurs parfois valorisent plus la capacité à trouver un public que la qualité des spectacles. Par exemple, il y a un rapport d'inspection d'un gars qui s'appelle Pierre-Aimé Touchard, qui est quelqu'un de très, très central au sein du ministère, qui va voir la troupe de Jean Guichard dans les Pays de Loire. Et bon, en gros, le rapport d'inspection dit bon, c'est quand même pas terrible, les comédiens sont vraiment mauvais, mais bon, le public est conquis, il remplit les salles, donc il faut qu'on les aide. En revanche, on va quand même leur envoyer des comédiens de Paris. Donc ça, il y a quand même toujours une petite centralisation, un petit mépris qui s'opère, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, le public est un moteur de consécration, en tout cas, de subventionnement, mais aussi de consécration pour ces troupes-là. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans la presse, hein, on en parlera tout à l'heure de la presse, mais la presse parle aussi beaucoup de la réception du public, la réception que le public fait des pièces, et c'est un élément qui est jugé aussi très important. Alors, qu'est-ce qui fait que ça se recentre à Paris ? En fait, c'est aussi lié à la multiplication des troupes. C'est-à-dire que les premières troupes du théâtre populaire, elles font des petits. Et progressivement, il y a pas mal de troupes locales, alors qui ne sont pas des gens venus de Paris justement, mais qui sont plutôt des locaux, qui ont fait du théâtre amateur, etc., qui vont dire mais moi aussi je vais monter ma troupe, etc. Et petit à petit, ce réseau de troupes de théâtre va se développer. Et la multiplication des troupes fait que les inspecteurs n'ont plus la possibilité de se déplacer en région comme ils le faisaient avant. En province, pardon, parce qu'à l'époque on dit province. Et du coup, quel effet ça a ? C'est qu'ils vont s'appuyer de plus en plus sur la presse pour pouvoir effectivement écrire leur rapport d'inspection, etc., etc. Et cette presse, de la même manière, c'est une presse qui déjà à l'époque n'a pas d'argent en fait et a beaucoup de difficultés à se déplacer en province pour voir ce qui se passe. Donc, il devient extrêmement important pour ces troupes de tourner à Paris pour être vu par la presse, pour pouvoir obtenir des subventions, etc., etc. Donc en fait, on a affaire à une décentralisation de la consécration qui est de courte durée. Et la recentralisation, elle se fait beaucoup sur des enjeux en fait un peu techniques, économiques, etc. Mais ça a un premier effet, c'est que effectivement, c'est le fait qu'en tout cas, le goût du public est moins consécrateur qu'auparavant. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, alors tu parlais de Brecht, il y a un deuxième élément qui est concomitant, mais qui n'est pas forcément totalement lié. Brecht, en fait, est montré pour la première fois en France en 1954, c'est très tardif.
C'est d'autant plus étonnant qu'en France, il y a cet idéal d'un théâtre à vocation sociale est très fortement porté. Et Brecht, pour le coup, c'est vraiment défend en Allemagne cette idée d'une articulation entre l'œuvre et puis la vocation politique du théâtre. Brecht va être... Quand Brecht est montré en France, c'est vraiment une déflagration. C'est-à-dire que tous ces gens du théâtre populaire se disent « mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse ». Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un répertoire qui propose des thèmes qui sont des thèmes propres aux classes populaires, ou en tout cas qui parlent à la population, et puis des pièces qui, dans la manière dont elles sont mises en scène, travaillées, etc., posent un rapport assez didactique et donc donnent des éléments de réflexion aussi aux spectateurs. Alors, pour autant, tout le monde ne va pas s'en emparer de la même manière, et ceux qui s'en emparent les premiers, ce sont les animateurs, les troupes d'obédience plutôt communistes. Je vous parlais tout à l'heure de gens qui s'étaient formés notamment dans les mouvements de l'éducation populaire, dont certains étaient communistes. Et donc, chez eux, Brecht, c'est très important. Brecht, il est communiste, il faut quand même préciser. Et donc, ils vont utiliser largement Brecht pour développer effectivement un théâtre populaire. Et eux vont s'implanter, pour le coup, dans les villes de la Couronne Rouge, alors parisiennes, mais aussi d'autres villes de province, où on retrouve aussi des mairies communistes, et vont s'implanter là-bas et développer un théâtre populaire, mais avec une couleur un peu particulière, puisque ils vont avoir une recherche de public qui va s'orienter plutôt sur la classe ouvrière, puisque c'est la classe ouvrière qu'il faut émanciper spécifiquement à cette époque-là, quand on est militant communiste, etc. Voilà. Deux réponses du coup à cette même question. Dans les années 60, la critique dramatique a joué un rôle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, la critique, elle joue un rôle en fait depuis dès les années 50 en réalité. Okay. Je l'ai mentionné un peu tout à l'heure. Il y a une revue très importante qui s'appelle la revue de théâtre populaire, qui est créée dans les années 50 et qui va accompagner ce théâtre populaire de la décentralisation dramatique dès le départ, et puis qui va accompagner le tournant brechtien, puisque effectivement les personnes qui écrivent dans la revue, qui animent la revue, sont des brechtiens convaincus. Ce qui est intéressant, c'est que cette revue-là, et puis celles qui suivront, elle est à l'intersection en fait de plein d'endroits. Elle est à l'intersection de la presse. Il y a des journalistes de théâtre qui vont se retrouver à écrire dans cette revue et qui petit à petit vont essaimer aussi ces nouvelles esthétiques, qui vont faire que petit à petit, au sein de la presse, ces nouvelles esthétiques, elles vont supplanter ou concurrencer en tout cas les esthétiques du théâtre de boulevard qui étaient majoritaires précédemment dans la presse, notamment la presse parisienne. Donc ça, c'est une chose importante parce que la presse, elle accompagne en fait ce mouvement de transformation des esthétiques, etc. C'est un premier élément. On retrouve aussi dans cette presse-là des universitaires qui sont très en lien avec le monde universitaire. Roland Barthes, écrit dans Théâtre populaire, etc. Et donc, c'est des gens qui vont contribuer aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, à une certaine intellectualisation de ce théâtre-là, mais ça vient aussi légitimer tout ce théâtre tel qu'il est fait, etc. Et puis c'est important aussi cette presse-là parce qu'elle contribue à diffuser en fait un modèle. J'en parlais tout à l'heure, ça diffuse aussi des modèles de travail auprès des publics, des modèles d'organisation de répertoire, etc., etc. Et puis c'est important aussi parce que la presse, elle devient un espace de consécration aussi qui est lu par les agents du ministère et qui deviennent critères de subventionnement. Donc la presse accompagne largement ce mouvement-là à l'époque. Et donc après Théâtre populaire, il y a toute une série, tout plein de revues sur lesquelles j'ai travaillé, qui évoluent, qui se créent, etc. Et puis voilà, qui essaiment et qui contribuent à diffuser ce modèle-là dans le champ journalistique et puis dans le champ universitaire également. Oui, c'est ça, parce que la discipline théâtrale va se développer à l'université dans ce même temps, que ce soit dans son versant pratique et théorique. Et les études théâtrales vont être légitimées dans les années 70. Donc,
Est-ce que tu peux quand même Ouais. encore plus nous parler du théâtre universitaire et de la proximité qui s'est mise en place entre justement ces deux secteurs, le théâtre et l'université? Il y a une proximité, puis il y a un jeu de légitimation mutuelle qui s'opère entre le champ des études théâtrales, la discipline des études théâtrales naissantes à l'époque, et puis ce théâtre populaire ou cette esthétique du théâtre public qui se crée. Et ça, c'est important aussi à comprendre. Et ça va avoir un effet aussi sur la transformation même des esthétiques, tout ça. La question du théâtre, elle est travaillée à l'université dès les années 20-30 en fait, mais elle est travaillée principalement dans les études littéraires. Ce qu'on travaille, ce sont les textes, la question de la mise en scène, quand bien même la notion de mise en scène existe déjà, elle est plutôt absente dans les études littéraires. Et donc, effectivement, on travaille plutôt la question du répertoire, l'analyse de textes, etc., etc. Il existe déjà des liens entre le théâtre d'avant-garde et parisien, et puis du coup, en partie, ces gens du théâtre populaire, et ce monde universitaire, qui vont lire quand même des universitaires pour essayer de comprendre les textes, mieux les transmettre au public, etc. Dans les années 60, ça se transforme alors à deux endroits. D'une part, il y a effectivement le début de l'émergence de ce qu'on appellera la discipline des études théâtrales qui va s'émanciper des études littéraires. C'est important parce que après c'est des enjeux au sein de l'université, vous connaissez la CNU, etc. Donc ce sont des enjeux effectivement importants et ils vont s'appuyer sur ce champ théâtral public-là pour développer la spécificité de ces études-là, qui sont pas seulement des études qui se réfèrent au texte, mais qui se réfèrent aussi à comment on met en scène, comment on fait jouer, etc., etc. Et donc qui vont travailler aussi avec ces metteurs en scène là-dessus et qui vont nourrir aussi le travail des metteurs en scène, des personnes qui font du théâtre à l'époque. Et puis le deuxième élément qui se renforce à cette époque, c'est le théâtre universitaire, qui se renforce en France dans les années 60. En France, on a un petit mouvement du théâtre universitaire par rapport à d'autres pays. Je pense à l'Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, le théâtre universitaire est très important. Il se développe en France malgré tout dans les années 60. Ça donnera des gens comme Ariane Mouchkine, par exemple, qui est passé par ce mouvement du théâtre universitaire. Donc c'est un mouvement qui va donner des petits et qui favorise une articulation de la pratique théâtrale et de la théorie théâtrale, et ça va en fait former toute une nouvelle génération en fait de fabricants en quelque sorte du théâtre, principalement des metteurs en scène. Si bien qu'il y a deux révolutions esthétiques et deux générations finalement qui vont les porter. Et ces ressources scolaires, sociales vont aussi accompagner ces deux générations-là. Parlons maintenant de mai 68, de la façon dont les reconfigurations idéologiques de ces événements qui dépassaient largement la sphère juste artistique ont pu toucher le secteur du théâtre et avoir des répercussions sur le temps long. Alors pour parler de ces événements-là, tu cites Boris Gobille, qui lui travaille sur l'avant-garde littéraire et qui montre qu'à la faveur de cet épisode, l'importance du jugement des pairs, P-A-I-R-S, a pris le dessus sur le jugement du public. Et tu montres que dans le secteur du théâtre, il y a eu, dans ce même ordre d'idées, un renversement des légitimités entre le modèle théâtral traditionnel qui était fondé sur la diffusion d'un répertoire à un public large et le nouveau modèle fondé sur une démarche formelle et un regard critique qui s'est trouvé largement plébiscité, en fait. Et pourtant, les publics font l'objet de beaucoup d'attention de la part des professionnels à cette période-là. Alors, qu'est-ce qui a changé dans l'approche des publics à partir de cet événement et sur quel nouveau fondement se redéfinit le rôle politique du créateur? Alors, ça peut paraître très paradoxal, parce que donc paradoxal, oui et non, parce qu'en mai 68, je vous disais tout à l'heure que dans cette fameuse déclaration de Villeurbanne, on dit oui, il faut faire du théâtre politique, il faut redonner un rôle social, il faut trouver le non-public, c'est-à-dire le public qui ne vient jamais, etc. Et paradoxalement, alors dans les années qui suivent immédiatement mai 68, ça a un effet effectivement sur les pratiques. Il y a toute une série de pratiques qui font qu'on va jouer en usine, créer des pièces collectivement avec des ouvriers, etc. Donc il y a vraiment des tentatives qui sont menées pour partager le pouvoir aussi de création avec la population, etc. Donc là, il ne s'agit plus seulement de montrer, mais de partager. Et en fait, ça dure en fait très peu de temps. Et effectivement, dans les années 70, on voit s'affirmer une dimension plus formelle dans le travail,
plus formelles, c'est-à-dire liées à une recherche plus orientée autour de la question esthétique, etc., etc., qui font que ces animateurs dont je parlais tout à l'heure, dont je vous disais il n'y a pas de distinction de rôle, tout le monde fait tout, et bien progressivement on a affaire à une spécialisation des rôles dans les années 70, avec d'un côté des gens qui s'affirment comme metteurs en scène, c'est-à-dire du côté de la création, et puis qui vont déléguer la fonction d'animation, de mise en relation avec le public à d'autres personnes. Ces metteurs en scène, ils sont justement issus de cette mouvance universitaire dont je parlais tout à l'heure, mouvance universitaire dont je disais effectivement que sous l'effet aussi de la presse, des études théâtrales, etc., eh bien, on va s'intéresser de plus en plus à la question de la forme, de la mise en scène. Et donc ça va avoir des effets sur le fait que sur la manière dont ils justifient ça, parce que le mode de justification en fait dans ce théâtre public-là est le même, c'est-à-dire qu'on continue à dire nos deux piliers, c'est la qualité artistique et la démocratisation culturelle, etc. Comment faire, comment tenir ce discours-là quand on est recentré uniquement sur la question esthétique? Alors la pirouette qui se trouve à l'époque, dans les années 70, c'est cette idée qui est très en vogue à l'époque, que tout est politique et qu'au fond, une subversion formelle, une subversion des codes esthétiques est en soi politique. Et donc dispense l'artiste en quelque sorte de travailler la relation avec le public à travers, que sais-je, des ateliers, une explication, etc. Puisque la subversion en elle-même vaut subversion politique. Et donc c'est ça qui se joue à l'époque, et donc on a affaire à tout un travail discursif en fait, qui se fait à partir de là et qui se fait au nom d'une radicalisation politique en fait des créateurs. Il faut peut-être que je précise aussi que c'est un discours qui est très largement porté par toute une avant-garde, et une avant-garde qui s'est beaucoup rapprochée du mouvement Mao à l'époque, et donc qui est très largement aussi porté par tout ce monde Mao. Ceux qui sont encartés au Parti communiste ont plus de mal en fait avec ces pirouettes-là. Donc on a affaire à un changement en fait radical dans l'approche des publics, ne serait-ce que dans le discours, puisque la question même de l'animation est disqualifiée. Il y a certains directeurs, enfin certains metteurs en scène qui vont dire mais en fait l'animation au contraire viendrait appauvrir la relation du spectateur à l'œuvre. Et tu montres qu'il y a donc un avant et un après mai 68 et que les dispositions préalables des directeurs de théâtre ont été influencées par cet événement, mais de façon diverse. Et tu identifies 5 trajectoires types. Est-ce que tu peux nous les décrire? Donc il y a les indifférents, la découverte du militantisme, l'entretien de dispositions militantes, la radicalisation de la fonction politique du théâtre, le désajustement politique. Alors ça, c'est un travail qui est très, très, très inspiré de Julie Pagis. J'avais adoré son travail sur mai 68, où elle s'intéresse aux effets de l'événement sur les personnes en fonction des dispositions incorporées, etc. Et de leur position aussi dans l'espace social. Et il me semblait que ça pouvait très, très bien fonctionner dans le champ du théâtre public. Pourquoi j'ai travaillé ça? Parce qu'on analyse souvent mai 68 dans le théâtre comme un gros basculement. Et en fait, alors c'est vrai, mais ça permettait en tout cas d'affiner un petit peu cette hypothèse-là en fonction des trajectoires des personnes. Et comme moi, je travaille beaucoup sur les trajectoires. Voilà, donc il y a effectivement 5 catégories qui sont un peu artificielles, mais qui permettent de réfléchir un peu. Il y a les indifférents à mai 68, alors qui existent, alors soit parce que c'est des gens très, très conservateurs, soit des gens qui sont marginalisés, c'est-à-dire qui travaillent dans des campagnes trop lointaines et qui se sentent très loin des événements, ou alors des gens carrément de l'avant-garde et qui ne veulent pas prendre part à cette question politique qui serait presque un peu trop basse pour eux. Et chez ces indifférents, en fait, les effets de mai 68 sont variables, mais ils peuvent être très disqualifiants. C'est-à-dire qu'on voit que mai 68, c'était quand même plutôt mieux d'en être pour ensuite voir sa carrière valorisée par la suite. Et puis, il y a au contraire des personnes chez lesquelles mai 68 devient une espèce de booster de carrière, puisque mai 68 va leur faire découvrir effectivement un pan plus politique, etc., et va leur permettre en quelque sorte de réorienter leur image, c'est pas conscient évidemment, mais vers quelque chose de plus positif, de plus radical, etc. Et ça va en quelque sorte sauver de l'abîme certains des metteurs en scène qui sont un peu ringardisés, qui sont pas très soutenus dans la presse,
Brest, etc., et qui, grâce à mai 68, au contraire, s'en sortent. Voilà. Donc il y a toute une série comme ça de profils types qui montrent en tout cas que mai 68 a un effet. C'est un effet variable selon les personnes, valorisant, disqualifiant, mais en tout cas a un effet, et que c'est plutôt les personnes qui ont réussi à s'approprier ou à s'ajuster à l'événement et aux effets de l'événement qui vont ensuite s'en sortir. Ce qui signifie aussi que, en fonction de ses capacités d'ajustement, en fonction de son capital social, de son capital culturel, etc., eh ben, on n'a pas tous les mêmes capacités à s'ajuster. Donc ça raconte aussi un différentiel, une certaine inégalité des agents devant l'événement. Est-ce qu'on est capable de réagir ou pas? Et en parlant d'effet, quel effet a eu cet élan vers la recherche formelle, finalement, sur la fréquentation des établissements publics et sur la place de l'animation dans les théâtres? Alors, si on revient effectivement à la question de la recherche formelle dont on parlait tout à l'heure, ce qui se joue, c'est que l'avant-garde du théâtre, au début des années 70, c'est des gens qui ne sont pas forcément déjà à la direction d'un lieu, certains le sont, pas encore, etc. Mais il y a toute une vague de nomination de cette avant-garde à la direction de théâtre public, etc., à partir de 74, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Ces artistes issus de l'avant-garde vont mettre en place un projet qui se veut plus radical, qui se veut en tout cas dans la droite ligne de ce dont je parlais tout à l'heure, de se dire la subversion formelle, c'est un espace politique, tout est politique, etc. Et donc ils vont mettre en place une programmation effectivement avec des spectacles très poussés en termes de recherche esthétique. Je me rappelle Jean-Pierre Vincent en entretien qui me disait « Ah là là, on a monté un Germinal, on l'a tellement déstructuré, les gens comprenaient rien, c'était génial. » Voilà, bon, il y a des choses comme ça. C'est aussi ce qui a le vent en poupe à l'époque, en tout cas, et ce qui, en tout cas, donne du sens aussi au travail artistique. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, en parallèle, dans pas mal de ces lieux-là, pas tous, mais dans pas mal de ces lieux-là, on décide de licencier les animateurs. Alors, pour plusieurs raisons, à la fois parce que certains considèrent que les animateurs sont un frein, en quelque sorte, à la relation, qu'il faut arrêter d'expliquer, d'être pédagogue, etc. Mais c'est aussi souvent pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire que ces spectacles de recherche formelle, ils nécessitent plus de temps de répétition, ils nécessitent souvent plus de techniques, de lumière, de son, etc., plus de monde sur le plateau. Et du coup, ça coûte cher, et donc les budgets se recentrent, ça c'est très très net, sur la question de la création. Et qu'est-ce qui se passe dans ces établissements-là? On a affaire, en tout cas, c'est très très net, dès la première saison, après la nomination de ces directeurs, à un effondrement du public, un effondrement assez radical. Et j'ai retrouvé des entretiens qui ont été menés à l'époque avec des personnes issues des classes populaires qui pouvaient fréquenter ces lieux et qui disent « on se fout de notre gueule, c'est trop compliqué, on sort du boulot, on s'endort, c'est trop difficile, etc. » Donc il y a vraiment un effet de la programmation et du contenu des spectacles jugé trop difficile pour toute une fraction du public. Alors il y a un effondrement de la fréquentation, pour autant, après la fréquentation reviendra. À la fin des années 70, on a une fréquentation qui revient, qui n'est pas liée au fait que les personnes qui sont parties seraient revenues, mais qui est plutôt liée au fait que le profil, disons, sociodémographique de la population française a changé et qu'on a davantage de gens diplômés qui sont en mesure, en tout cas, de recevoir ce type de spectacle qui nécessite un capital culturel relativement important. On va parler maintenant du rôle de l'État. Oui. Tu dis que c'est dans les années 70 que l'État est devenu un allié privilégié des metteurs en scène. Est-ce que ce n'était pas déjà le cas? Et comment est-ce qu'il a construit sa légitimité sur les questions esthétiques? L'État était un allié en sens où c'était un financeur. Après, l'État finançait, mais ça restait quand même pas beaucoup. Il faut bien préciser ça aussi, c'est qu'il n'y avait pas non plus des budgets fous, mais effectivement, ça donnait une certaine consécration, etc. Donc l'État était un allié, mais les directeurs de lieux avaient quand même une certaine méfiance vis-à-vis de l'État, à la fois ou des collectivités locales, plutôt les municipalités à l'époque qui pouvaient financer, à la fois parce qu'il y avait encore beaucoup de cas de censure, en fait. Malraux a beaucoup censuré. Il y avait encore beaucoup de cas de censure. Et
Et puis, on avait affaire à des directeurs qui s'étiquetaient volontiers à gauche et qui, du coup, n'étaient pas non plus très à l'aise avec l'idée d'avoir pour alliés des politiques gaullistes. Donc, c'est une alliance de circonstances, disons, mais on le voit bien dans les tracts, etc., qu'on retrouve de l'époque, quand même des tensions toujours assez fortes avec le ministère et puis avec plus généralement le pouvoir gaulliste. En 1974, quand Giscard est élu, la donne change. Alors, c'est pas que les acteurs du théâtre public continuent à être réticents, mais il y a un moins de censure. Il y a quand même moins de censure. Et puis, Giscard, il va travailler son image de libéral. C'est un homme qui est libéral, alors libéral économiquement, mais il travaille aussi à se dorer une image de libéral aussi au niveau culturel, artistique, etc. Et c'est exactement ce qui va se jouer quand, en 1974, il nomme comme ministre de la Culture quelqu'un qui s'appelle Michel Guy. Michel Guy, c'est une figure en fait de l'avant-garde. C'est quelqu'un qui a fondé le Festival d'automne à Paris. C'est une figure de l'émergence de la danse contemporaine en France. Donc ça, déjà, ça surprend un peu. On se dit, ah tiens, Giscard soutient de l'avant-garde. Et puis, il va renforcer effectivement cette image-là par la nomination d'une grosse fraction de l'avant-garde théâtrale à la tête des lieux. Et donc ça, effectivement, tout d'un coup, l'État peut devenir un allié, au moins de l'avant-garde, en quelque sorte. Et ça ne s'arrête pas là, puisque là où les critères de subventionnement précédemment étaient vraiment posés sur la qualité esthétique, mais aussi, de l'autre côté, sur la capacité à faire venir un public, puis aussi sur la diversité sociale des publics, ça c'est quelque chose qui a été travaillé. À partir de 1974, les critères vont être la qualité artistique, la capacité à vendre des spectacles un peu partout, ce qu'on appelle diffuser. Et la question du public continue à être présente, mais ça devient un enjeu très technique, très quantitatif. Et qui finalement convient peu ou prou aux politiques qui sont menées par cette avant-garde dans les théâtres. Donc en ce sens-là, l'État devient un allié, et puis alors ça se renforce ensuite après dans les années 80, peut-être qu'on en reparlera après, puisque à partir de 81, sous le ministère Lang, là on a affaire complètement à une porosité du ministère de la Culture et du théâtre public, puisqu'on a affaire à des gens qui passent d'un champ à l'autre, de la même manière que ça passe entre l'université, la presse, le monde théâtral, c'est la même chose qui se passe au ministère. Donc là, on peut même parler d'une co-construction des politiques publiques du théâtre entre les dominants du théâtre public et le ministère de la Culture lui-même. Et justement, il y a un autre acteur important dans ces années-là qui est le Syndéac, donc le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Comment ce syndicat a-t-il participé à augmenter le pouvoir du directeur de théâtre jusqu'à le rendre complètement incontournable? Et en quoi son action a aussi contribué à faire apparaître la figure du programmateur qu'on connaît bien aujourd'hui? Alors, il existait auparavant, avant la fondation de ce fameux Syndéac. Le Syndéac, c'est 71, tout à fait. Il existait auparavant une association qui s'appelait l'ATTAC, qui était composée de tous les directeurs de structures d'établissements publics financés par l'État, mais ça avait été initié par le ministère lui-même. C'est le ministère qui animait les réunions. Donc, on peut parler de syndicat, évidemment, logiquement. En 71, l'idée de créer un syndicat patronal en fait commence à émerger parce que en fait au sein des établissements il y a eu des soucis. La CGT est assez puissante, notamment à l'époque le SCFA-CGT, qui est le syndicat français des acteurs, dans lequel il y a Gérard Philippe, Yves Montand, enfin voilà des grandes figures de l'époque et qui sont très implantées dans ces théâtres-là et qui demandent en fait à avoir un interlocuteur patronal pour pouvoir négocier. C'est intéressant. En fait, c'est un endroit que je trouve intéressant parce que ces directeurs-là, comme ils se considèrent à gauche, ils refusent d'être patrons, en même temps ils sont directeurs, etc. Bon. Et ils finissent par accepter cette idée de construire un syndicat patronal que sera donc le Syndéac, c'est un syndicat de directeurs de théâtre public, et qui en fait va très rapidement être un atout pour ces directeurs de l'avant-garde. Qui vont utiliser non seulement travailler à la composition du Syndéac et qui vont ensuite progressivement utiliser le Syndéac pour travailler justement à une co-construction des politiques publiques avec le ministère. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment la fraction dominante du champ qu'on retrouve au sein du Syndéac. Donc on a affaire
je ne sais pas, une mainmise, en tout cas une influence très très forte, en tout cas de cette fraction dominante du champ sur la construction des politiques culturelles, et qui explique aussi comment évoluent aussi les critères de subventionnement de ces établissements qui vont dans le sens d'un recentrement sur les questions de création, d'une technicisation des enjeux liés au public, etc., etc. Et autre élément important, c'est que le Syndeac, en tant qu'organisation patronale, est fondé à négocier les accords de branche. C'est un peu technique, mais c'est des enjeux très importants. Et donc contribue en fait à codifier, à toute la mise en norme aussi de ces métiers qui sont encore très peu professionnalisés dans les années 70. Et ça se fait en créant des hiérarchies internes au secteur, avec les groupes avec les niveaux de rémunération, etc., qui mettent le metteur en scène à la tête d'un côté et puis les programmateurs de l'autre. Alors les programmateurs, c'est quoi? Ce sont les directeurs qui ne sont pas des artistes et qui travaillent à la programmation des lieux de spectacle. Et justement, l'entre-soi vient aussi du fait que le théâtre est devenu donc une affaire de spécialistes. Et tu situes en fait ce tournant dans les années 80. Alors, il y a plusieurs types de spécialistes, on va y revenir, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de l'émergence des commissions d'experts? Qui sont ces experts et quel est leur rôle? Alors, à partir des années 80, le champ théâtral public se transforme largement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le budget est doublé. Donc, c'est quand même pas tout à fait rien. Et puis, qu'il y a toute une myriade d'établissements, de structures qui sont construites, créées, etc., qui va compléter ce réseau de la décentralisation dramatique. Voilà. Donc, il y a pas mal d'enjeux financiers autour de la question de la distribution de l'argent public, comment elle s'opère, etc. Et cette porosité entre le ministère de la Culture et le Syndeac, ou en tout cas cette frange des directeurs, elle est quand même très fortement critiquée. Elle est critiquée par la CGT de manière récurrente, mais elle est critiquée aussi par les compagnies. C'est-à-dire que les compagnies, c'est ces troupes, ce qu'on appelait précédemment les troupes, qu'on appelle à partir des années 80 plutôt les compagnies, qui ont plus de difficultés à avoir accès à ces structures, à ces établissements, etc. Donc il y a ces tensions qui sont relancées en quelque sorte dans les années 80, et donc le ministère va y répondre en créant des commissions d'experts, c'est-à-dire des commissions de personnes qui vont juger la qualité artistique des spectacles ou des projets proposés, et qui vont décider, du coup, en fonction du jugement opéré, de qui peut être subventionné, à quelle hauteur, etc., etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le ministère met ça en place pour objectiver la question du jugement artistique. Il faut préciser, ça, les travaux de Vincent Dubois montrent très bien ça, qu'au sein du ministère, les agents du ministère de la Culture ont toujours intériorisé leur illégitimité à poser des jugements esthétiques. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Cette idée que, en tant qu'agent du ministère, on ne peut pas agir sur la liberté de création, etc. Donc, c'est une manière aussi de déléguer cette question du jugement esthétique. Donc, on délègue à des pairs, mais qui sont ces pairs? Ce sont les directeurs. Ce sont les directeurs d'établissements, et qui, du coup, cumulent 3 séries de pouvoirs. J'ai repris les pouvoirs dont Becker parle dans Les Mondes de l'Art, qui sont les pouvoirs de production, puisqu'ils ont, dans les établissements qu'ils dirigent, l'argent pour produire leurs propres œuvres, ou produire qui ils souhaitent, la diffusion, puisqu'ils ont la possibilité de programmer, et aussi la prescription, puisque être programmé dans un lieu est prescripteur, et sont prescripteurs aussi quand ils intègrent ces commissions d'experts. Donc ces commissions d'experts, sous couvert en fait de construire une objectivité sur ce que serait ou non la qualité artistique, en fait renforcent la centralisation du pouvoir dans les mains de certains que sont les directeurs, qui ont déjà beaucoup de pouvoir partout ailleurs, à la fois parce qu'ils sont directeurs, ils sont dans les commissions, ils sont au Syndeac, ils ont une porte ouverte au ministère, etc. Donc on voit une porosité d'autant plus forte en fait entre les pouvoirs publics et cette fraction dominante du champ. Parlons un peu de médiation. Ouais. On a vu que l'animation avait été en quelque sorte supplantée par une approche centrée sur l'esthétique et la création formelle. Comment les théâtres des années 80 interagissent alors à partir de cette nouvelle décennie avec leur public? Pourquoi le public perd-il son rôle consécrateur finalement? Et quels sont ces nouveaux professionnels? Dans les années 80, je vous avais dit, dans les années 70, il y a eu pas mal de licenciements d'animateurs, etc.
dans les années 80, notamment avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, Jack Lang va reposer cette question des publics. C'est quand même la gauche, quand même on parle des publics. Donc on revient très fortement à ce discours qui veut donc à la fois la défense du créateur, de la création, de la qualité artistique, et puis la question des publics qui est fondamentale, etc. Alors ça s'opère de plein de manières. La question des publics, c'est aussi toute la politique de langue qui essaie de repenser les hiérarchies culturelles, vous voyez, en valorisant le rap, en tout cas des esthétiques qui sont renvoyées aux classes populaires. Et ça se fait aussi au sein des théâtres par tout un travail qui est mené pour former des médiateurs. Le terme d'animateur est plus à la mode, on parle de médiateur, bon, c'est à peu près la même chose. Et donc vont se mettre en place toute une série de formations universitaires pour former au métier de la médiation, donc de la mise en relation entre une œuvre et un public. Alors ça a plusieurs effets, ces formations. Ça a des effets, d'une part, sur le profil des médiateurs. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais une chose qui était très intéressante dans les années 60 et 70, c'est que les animateurs, c'est-à-dire les gens qui travaillaient à élargir le public, créer cette relation entre l'œuvre et le public, etc., c'est souvent des gens qui étaient des militants culturels, qui étaient souvent eux-mêmes issus de classes populaires et qui avaient vécu la culture comme un espace d'émancipation, en fait, et d'ascension sociale. Il y a par exemple pas mal de profils très intéressants d'ouvriers syndiqués, qui sont syndiqués pour beaucoup à la CGT et qui vont s'occuper du comité d'entreprise, vont être animateurs au sein du comité d'entreprise et vont faire le lien entre le monde ouvrier et puis le théâtre d'à côté en faisant de ce travail d'animation. Et puis après, progressivement, ils vont être embauchés comme animateurs. Des profils comme ça d'animateurs dans les théâtres, dans les années 70, on en a plein. Des gens qui sont issus des comités d'entreprise. Et donc, on a des profils d'animateurs qui sont des gens qui sont formés sur le tas et qui sont plutôt issus de milieux populaires. Le fait de passer par l'université à partir des années 80, on sait très bien qu'à partir du moment où on augmente le niveau de diplôme, on augmente le niveau de recrutement social. Donc on a affaire à une élitisation pour le cours du recrutement de ces médiateurs, ce qui a un effet sur la manière dont on travaille la question du public et la manière dont on conçoit aussi les publics. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au sein de ces formations, il va y avoir tout un travail qui va contribuer à une segmentation de la conception, de la perception qu'on a des publics. Alors petit à petit, et on le voit encore, ça change un peu, mais on le voit encore beaucoup dans les organigrammes des très gros théâtres, on a des chargés de relations publiques ou des médiateurs ou médiatrices spécialisés. Donc une personne sur le scolaire, une personne pour ce qu'on appelle le champ social. Le champ social, c'est les pauvres à peu près. Une personne pour les détenus, une personne pour les hôpitaux, etc. Alors ça peut paraître très bizarre d'avoir les détenus au milieu. Ça correspond en fait aux lignes de financement qui existent, puisqu'en dans les années 80, on met en place des lignes de financement, culture et prison, culture et hôpital, etc. Et en fait, cette segmentation, elle a un effet, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sociologues ou de politistes qui ont travaillé sur les effets des catégorisations administratives sur la perception qu'on a du monde. Bon, c'est la même chose qui se joue dans les théâtres, c'est-à-dire que ça a un effet, ça a pour effet de ne penser le public potentiel ou la recherche de public qu'à travers les institutions par lesquelles est supposé passer ce public. Donc, on va toucher les gens qui sont passés par la case prison, qui ont été malades, qui sont passés par un centre social, qui sont passés par l'école évidemment, mais c'est pas ce qui permet de construire une diversité sociale des publics. Alors l'école, oui, mais ce que montrent en gros les chiffres, c'est que si l'école ouvre largement effectivement à la fréquentation de spectacles, ça ne crée pas les spectateurs de demain, pas du tout. Mais c'est un autre problème. Et par ailleurs, donc la segmentation du public adulte fait qu'en fait, l'écrasante majorité des gens issus des classes populaires n'est pas touchée, puisqu'on a arrêté aussi de travailler avec le monde du travail, et notamment avec les comités d'entreprise. Donc, on a affaire à une transformation de la médiation, à la fois une bonne volonté, une vraie bonne volonté dans les théâtres, des équipes de médiation qui sont étoffées, etc., mais une manière professionnalisée, catégorisée de penser le théâtre, le public, qui fait qu'on perd quand même une fraction énorme en fait, des classes populaires. Quel est le processus que tu décris quand tu parles d'intellectualisation de la relation au spectateur ? Alors, ce qui s'opère, c'est que, évidemment, que les directeurs et directrices qui sont à la tête de ces lieux voient bien, et c'est une critique qui est faite régulièrement, qui est faite à la fois au début des années 80, en tout cas, par les gens issus des classes populaires, qui disent on s'y retrouve plus, qui est faite par les syndicats beaucoup aussi.
qui travaillait quand même beaucoup avec le monde culturel. Donc il y a des critiques qui sont opérées, puis des critiques issues de gens issus du monde social en général, qui vont critiquer ce qui se mène. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des nouveaux modes de justification, en tout cas, qui se créent dans les années 80. Et là, c'est très en lien avec le monde de la discipline des études théâtrales à l'université. C'est des nouvelles théories de la médiation qui apparaissent et qui vont finalement considérer que la question de la réception, elle ne doit pas être tant pensée sur le mode du capital social, culturel nécessaire pour l'appropriation d'une œuvre, comme on le fait nous sociologues, mais elle doit se penser de manière individualisée. Donc, au fond, il faut penser l'effet que va faire une œuvre sur un spectateur, et si on touche un spectateur, c'est déjà ça, etc. Et donc, il y a énormément de discours à l'époque qui se construisent là-dessus, autour de cette idée de relation individualisée au spectateur. D'ailleurs, on dit, il ne faut plus parler du public en général, il faut parler du spectateur. Ça, c'est aussi un élément en fait de langage qui est intéressant. Et en parallèle de ça, j'ai retrouvé des rapports du Haut Commissariat général au plan, qui fait un rapport donc, sur la question culturelle, sur comment on doit planifier la culture, et puis qui dit texto, après, s'il y a des gens qui sont rétifs à toute idée de culture, on n'est quand même pas non plus obligé de continuer à travailler en vain. Donc il y a un abandon assumé en quelque sorte, et puis qui par ailleurs se justifie de manière intellectuelle en disant mais si j'ai touché qu'une personne, c'est déjà ça, etc. Et qui permettent effectivement de trouver les justifications nécessaires. Je précise parce que c'est important de le contextualiser, c'est un mouvement qui est tout à fait analogue dans les partis politiques. Julian Michel l'a montré pour le Parti communiste, c'est également le cas au sein du Parti socialiste. C'est un abandon global des classes populaires, un dédain pour les classes populaires au profit d'une concentration autour d'une classe moyenne, intellectuelle, voire des classes supérieures. Et ce qui se passe dans le théâtre, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'autres pans, d'autres champs à l'époque. Puisqu'on ne se réfère plus aux classes populaires, aux amateurs, mais aux amateurs d'art, aux amateurs de théâtre seulement, et pas aussi à la population dans son ensemble. Qu'en est-il des tentatives contemporaines pour élargir, pour diversifier les publics quand même? Et à quelles difficultés se heurtent les personnes qui tentent malgré tout, puisqu'il y en a, de se rapprocher de ce public populaire? Alors peut-être préciser qu'il y en a toujours eu. Ouais. Il y a toujours eu des gens qui ont continué à mener un travail différent. Moi, j'ai travaillé sur la frange dominante du chant. D'accord. Pourquoi j'ai travaillé sur eux? Parce qu'il faut bien choisir, mais aussi parce que c'est des gens qui ont la capacité, parce qu'ils ont accès à la parole publique, accès aux accords de branche, etc. Ils ont la capacité à édicter des normes. D'accord. Donc c'est ça qui m'intéressait. Pour autant, il y a toujours eu des gens qui ont résisté. Des compagnies de théâtre qui n'ont pas accédé à des directions de lieux, mais qui pour autant ont continué à faire un travail auprès des publics, dans les campagnes. Il y a tout le mouvement de l'éducation populaire qui a continué à exister et dans lesquels on retrouve beaucoup de spectacles, dans les MJC, etc. La difficulté qui est là à l'heure aujourd'hui encore, c'est que en fait, leurs pratiques sont profondément disqualifiées. Alors, elles sont disqualifiées par tous les acteurs de la consécration. Elles sont disqualifiées par la presse. Je peux vous raconter une anecdote, par exemple. L'autre jour, j'ai fait une rencontre avec Fabienne Pasco. Fabienne Pasco, c'est une critique de théâtre très connue, qui travaille à Télérama, qui était rédactrice en chef de Télérama, et qui me dit j'ai lu votre livre, et en fait, je me suis rappelé un souvenir où elle raconte en fait qu'elle a vu un spectacle dans les années 80 qui mettait en scène un directeur de MJC avec des grosses chaussettes, un gilet, une barbe, etc. Et que le public était mort de rire, et que c'était tellement drôle, et qu'on se moquait de ce directeur de MJC, etc., etc. Bon, alors aujourd'hui, elle fait son mea culpa, mais n'empêche que ça reste des choses qui sont profondément ancrées, que cette disqualification. Donc ça vaut dans le champ de la presse, probablement dans le champ universitaire, où effectivement, au sein des études théâtrales, on travaille quand même plutôt des formes qui sont distinguées, distinctives. Voilà, on travaille sans doute moins le stand-up, ou en tout cas des formes qui sont plus disqualifiées. C'est le cas au sein du ministère, etc., etc. Et ça a la dent dure, en fait. Ça a la dent dure. Et du coup, la difficulté de ces acteurs qui essayent de faire des choses, c'est qu'ils ont
pas accès à l'argent public et qui sont disqualifiés, voire victimes d'un certain mépris. Alors un mépris de classe, voilà. Donc c'est un peu le problème. Alors à l'heure actuelle, on entend beaucoup, il y a tout un retour actuellement, peut-être qui fait que j'ai des retours positifs sur le livre, il y a un retour au populaire. Alors il faut à nouveau parler du populaire, c'est le cas dans les partis politiques, tout le monde s'arrache le populaire. Bon, dans le théâtre aussi. Je pense que c'est lié aussi à des effets de contexte, de grande fragilisation du secteur culturel, le fait que le secteur culturel n'a plus la même portée symbolique qu'auparavant en termes politiques et que du coup, il faut bien essayer de retrouver une légitimité. Et la légitimité dans le théâtre public, elle se fait toujours sur la question du populaire, c'est-à-dire qu'on s'est éloigné du populaire, mais en termes discursifs, c'est toujours aussi fort. Donc voilà, moi ce que j'essaye de montrer, c'est de dire qu'on aura beau appeler à refaire du théâtre populaire, etc., etc. Si on ne revoit pas la structuration du secteur et la manière dont elle hiérarchise en fait les formes et les manières de travailler la question du public, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est plus compliqué parce que ça veut dire déconstruire, en tout cas très fortement, et puis déconstruire les hiérarchies culturelles qui se sont forgées sur 50 ans. Alors, on arrive presque à la fin de notre entretien. Pour finir, je voulais considérer le fait que la socio-histoire que tu réalises croise de façon vraiment intéressante en fait la sociologie de la culture et la sociologie des professions. Et on a vu que pour ce groupe professionnel qui s'est coupé de ses publics populaires, le peuple était quand même continuellement un enjeu de légitimité. Et c'est vrai que le théâtre paraît plus investi d'une fonction sociale que d'autres disciplines artistiques comme la musique par exemple. Et le problème que tu montres, c'est qu'il se trouve donc englué dans l'écueil du populisme et du misérabilisme, et tu fais référence à Grignon et Passeron qui l'ont analysé. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les raisons pour lesquelles cette fonction sociale colle à la peau au théâtre, du théâtre ? Est-ce qu'on peut aussi retrouver une organisation similaire dans d'autres secteurs culturels comme, je sais pas, les médias, les musées, etc. Et aussi, est-ce qu'on pourrait dire, pour autant, que la popularité de certaines disciplines repose sur cette absence peut-être d'injonction à avoir une fonction sociale ? Pourquoi le théâtre ? C'est une question qui m'est souvent posée. Alors, ça s'est historiquement construit. Le théâtre, alors le théâtre, c'était une discipline phare il y a fort longtemps. Notamment à la fin du 19e siècle, le théâtre, il y a toute une... Le théâtre va être utilisé notamment par des militants socialistes, communistes, etc., tout le mouvement ouvriériste, comme un outil d'émancipation à privilégier. Alors pourquoi le théâtre ? Parce qu'il y a la langue, parce que pratiquer le théâtre, ça peut permettre d'apprendre à parler correctement en public, etc. Et puis cette idée que le théâtre, il nous raconte des histoires et qu'il y a un jeu d'identification qui peut permettre aussi, en tout cas, de trouver des clés à ces problèmes, etc. Donc le théâtre, il est historiquement porté, historiquement porté une vocation sociale. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans d'autres pays. En Allemagne aussi, c'est quelque chose qui est très fort. C'est pas propre uniquement à la France, en Angleterre également. Donc pourquoi le théâtre, en tout cas, voilà. Alors, il se trouve qu'en France, ça s'est cristallisé, cette fonction sociale, elle s'est cristallisée autour, en fait, de la mise en place des politiques publiques de la culture. Politiques publiques de la culture qui, en France, ont été vraiment construites sur le théâtre, pour ce qui est du spectacle, et puis les musées par ailleurs. D'accord, c'est vraiment... donc, pourquoi le théâtre a une fonction sociale ? Bon, il l'a historiquement, et puis ça a été renforcé, cristallisé autour de la structuration de ce mystère de la culture qui s'est faite sur ces deux injonctions, qualité artistique et vocation sociale. Et les attentes, elles vont être... je suis même pas sûre. Les attentes autour du rôle social que doit jouer l'art, elles se sont diffusées. Au monde de la musique, etc. Elles se sont largement diffusées. Mais je ne sais pas, ça, ce serait bien d'en discuter, si les acteurs de la musique, etc., l'ont intégré de la même manière, en termes de croyances, etc. On retrouve ces questions quand même... alors, la question que tu poses, en tout cas, moi, elle me renvoie à une autre question, sur la question et qui est beaucoup discutée en ce moment, de c'est quoi faire du populaire, et après tout, le théâtre n'est plus populaire, mais il existe du théâtre populaire, le stand-up c'est populaire, etc., etc. Et donc la question qui se pose, c'est quel populaire on veut, c'est-à-dire que le théâtre public dont je trace l'histoire là, c'est un théâtre qui, justement, tâchait d'articuler
la question de la recherche artistique avec la question du public dans un objectif qui n'est pas uniquement de dire il faut que les gens viennent au théâtre à tout prix, mais dans un objectif qui est celui de l'émancipation des individus. C'est-à-dire qu'il y a populaire et populaire. Il y a le populaire émancipateur au sens de l'éducation populaire, et puis il y a le populaire lié à la culture de masse et au commercial. Et moi, il me semble qu'en ce moment, il y a un flou qui s'opère un petit peu là-dessus, au niveau des politiques, notamment sur les critiques qui peuvent être posées à l'endroit du théâtre public, qui sont des critiques fondées, je ne veux pas dire le contraire après avoir écrit ce livre, mais qui vont trouver pour recette, finalement, le fait d'aller puiser dans la culture de masse, alors que l'objectif, en tout cas, donné à ce théâtre n'était pas uniquement un objectif de divertissement, quand bien même la question du divertissement était fondamentale. Voilà ce que je peux répondre. C'est un petit peu à côté, mais c'est une manière de répondre. Je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas à poser à Marjorie toutes les questions que vous auriez. Alors, je ne suis pas du tout sociologue, c'est peut-être une question un petit peu naïve, mais comment est-ce que vous définiriez le public populaire aujourd'hui, dans la mesure où la transition numérique a apporté un certain nombre d'usages qui, dans une certaine mesure, ont un peu lissé les classes par le biais des usages culturels ou des usages d'entertainment qu'ils pouvaient avoir avec un phénomène de plateformisation de l'accès au contenu culturel. Donc, si on a à cœur, au sein des théâtres, de revenir vers le populaire, comme c'est un mot effectivement très à la mode aujourd'hui, d'abord, comment est-ce qu'on peut définir le populaire à l'aune de ces nouveaux usages et de cette transition qui nous est complètement tombée dessus et qui, pour une grande partie du secteur, nous a laissé un peu exsangues? Alors, ce que montrent en tout cas les travaux, effectivement, c'est que les pratiques culturelles sont moins stratifiées qu'avant. C'est ce que montrait Lahire dès 2006 dans la culture des individus, où il y a effectivement affaire à des dissonances, c'est-à-dire des mêmes individus qui peuvent avoir des pratiques culturelles plus élitistes et puis d'autres pratiques plus reliées, en tout cas des pratiques dites populaires. Donc effectivement, on a affaire à des dissonances. Pour autant, ce qui montre, c'est que on conserve quand même des goûts qui restent quand même assez marqués, en tout cas, par sa position sociale. Le numérique, ce que montre... Alors, il y a peut-être d'autres spécialistes dans la salle, je vous laisserai compléter. Moi, ce que j'ai lu, en tout cas, dernièrement, c'est que le numérique augmente l'offre, mais comme il n'accompagne pas vers l'offre, on va vers ce qu'on connaît a priori. Donc, c'est pas quelque chose qui permet de découvrir d'autres choses. Donc, ça aurait potentiellement plutôt tendance à renforcer, en fait, des pratiques déjà existantes. Donc, je sais pas, les pratiques culturelles sont moins stratifiées qu'avant, mais c'est pas forcément lié au numérique. Voilà. Après, donc, quel serait un public populaire? En tout cas, moi, la définition que j'en donne, c'est des personnes qui sont issues des classes populaires, employés, ouvriers, voilà, au sens INSEE, etc. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans les théâtres, ces personnes ne viennent quasiment pas. Donc là, on a affaire, par contre, dans le champ du théâtre, à des pratiques qui sont quand même super stratifiées. Après, sur comment alors je ne sais pas si votre question c'était comment les théâtres s'emparent de cette question du numérique, des plateformes. C'était plutôt comment est-ce que vous, de votre point de vue de chercheuse, avec en plus cette expérience dans ce secteur-là, quelles sont les perspectives que vous voyez du côté des théâtres pour revenir vers ces publics-là avec tous les biais qui se superposent et notamment la question de la découvrabilité dont vous parlez, c'est-à-dire le fait que les algorithmes aujourd'hui tendent à nous recommander ce qu'on est susceptible de chercher et non pas ce qui est en bas du catalogue ou ce qui est entre guillemets mal référencé. Le risque, en tout cas, et je pense que dans les théâtres, ils le voient venir, c'est que l'absence des théâtres, de ces espaces d'algorithmes, etc., les marginalise un peu plus et risque de renforcer effectivement le caractère, disons, plutôt élitiste de leur public.
Donc ça, c'est une difficulté. Après, il y a une inquiétude quand même générale, effectivement, autour mais qui existe depuis fort longtemps, autour de la marginalisation du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre était une discipline tout à fait majoritaire dans les années 50. Elle a été marginalisée par la télé, par la musique, par toutes les industries culturelles aussi, notamment celles qui sont liées au spectacle, je pense à la musique. Voilà, et elles le sont encore aujourd'hui avec le numérique. Donc il y a effectivement... c'est comme si ce monde du théâtre public était un monde de petits dinosaures, voilà, avec sa discipline qui a été la grande discipline et qui continue à être, c'est ça qui est paradoxal, la discipline structurante du champ du spectacle vivant au sein du ministère, en fait, avec des établissements qui proposent majoritairement du théâtre, etc., etc. Et du coup, qui a un enjeu symbolique très très fort à sauver, et en même temps, dans les faits, objectivement, une réduction en termes de pratique, etc. Donc, je ne réponds pas, mais en tout cas, il y a un constat qui est effectivement un peu dur, quoi. Bonjour, merci pour, je dirais, une grande part assez exhaustive, je dirais, historique, avec des mises en perspective déjà qui resituent un petit peu d'où on vient. Au-delà du théâtre, bien sûr, une pluridisciplinarité qui, à partir des années 80, fait florès et de la direction du ministre, M. Lang. De tout ce que vous avez évoqué, j'ai cru comprendre à l'origine donc de notre rencontre que vous étiez peut-être intervenante ou enseignante au sein de l'ANSAT, enfin d'une école d'enseignement supérieur sur Lyon. Alors ma question est un petit peu double. Mais vous y répondrez bien sûr comme vous l'entendez, ou si tant est que, voilà. Tout ce qui est évoqué aujourd'hui, dans, je dirais, une certaine crise, ou peut-être la fin d'une histoire, on peut légitimement se poser cette question, puisque vous faites partie aussi du champ des COREPS, doit nous interpeller à savoir, mais qu'est-ce qu'une politique publique aujourd'hui, dans le sens de cette volonté ministérielle d'apporter au plus grand nombre, ou etc., etc. Parce que vous faisiez le distinguo, s'agissant du conventionnel, avec le champ, je dirais, du privé, et non plus dit du subventionné. Bon, donc la problématique du politique me paraît absolument essentielle, et renvoie à, mais au fait, parce qu'il a été fait écho des enseignements supérieurs côté universitaire, mais en fait, qu'est-ce que l'on peut envisager, entendre, comprendre, observer, apprendre de l'enseignement supérieur culture? Et singulièrement, bien sûr, sur le champ du spectacle vivant. On est à l'origine de cette histoire, de cette grande histoire qui est totalement porteuse de sens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en diriez, vous qui êtes à la croisée de nombre de chemins, y compris politiques, côté présidence de conseils régionaux et de représentation du ministère par les DRAC. Merci. Je peux répondre sur, en tout cas, l'évolution des politiques publiques en matière culturelle. Il est évident qu'on ne retrouve plus aujourd'hui la dimension, je le disais tout à l'heure, la dimension symbolique que la culture pouvait porter dans les années 80, mais même dans les années d'ailleurs 60, 70, 80 en tout cas. Et ça se retrouve à la fois au sein du champ politique, mais aussi au sein du champ syndical. Les syndicats ne portent plus beaucoup la question culturelle comme un vecteur d'émancipation, par exemple, des travailleurs. Donc, de manière générale, la culture est devenue un espace très technicisé et dont, je pense, le champ théâtral fait les frais. Et du coup, dans cette construction, notamment des années 80, je parlais tout à l'heure de cette porosité, etc., entre les créateurs, le ministère, etc. Aujourd'hui, ces créateurs sont un peu orphelins et ce qu'on ressent, en tout cas, nostalgique, effectivement, d'une grande période passée, etc. Et attend une grande politique qui ne vient pas et qui ne viendra visiblement pas dans les années à venir. C'est un peu la grande difficulté. Je donne un joker sur ce qu'on peut envisager de l'enseignement supérieur culture, parce que je n'ai pas travaillé là-dessus. Je le connais pour y enseigner, effectivement, mais je ne pourrais pas, là, comme ça, faire un lien entre l'enseignement supérieur, l'état du champ.
Merci beaucoup Marjorie pour ta présentation, c'était vraiment super intéressant. Et du coup, moi je voulais revenir un peu sur des choses qui ont été dites à la fin justement par rapport à d'autres disciplines artistiques. Enfin évidemment, bon voilà. Mais je me disais parce que est-ce qu'il y a eu aussi des circulations entre disciplines, par exemple le modèle du metteur en scène. Enfin, c'est une question très naïve, hein, ça n'a aucun rapport, mais avec le cinéma, par exemple, le réalisateur, où il y a eu aussi cette peut-être de façon, enfin, à peu près au même moment, ou en tout cas pas très loin. Et après, moi, en fait, ce que tu disais, ça me faisait penser beaucoup à la musique classique, parce qu'en fait, par rapport à la musique, on entend sur la musique classique des discours qui sont quand même très semblables sur ce fameux public inatteignable, etc. Enfin voilà. Et en fait, pour moi, il y a une chose qui rassemble les deux, c'est qu'en fait, c'est des arts qui sont subventionnés. Et donc pour moi, c'est là en fait que se cristallise cette question. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont subventionnés qu'il y a cette référence au public populaire, parce qu'en fait, il y a quand même un enjeu qui se pose démocratique, en fait, de réattribution d'argent public. Donc voilà. Donc à qui ils profitent, en fait. Et par contre, la différence, en fait, avec la musique classique, c'est que c'est vrai que cette référence au populaire est beaucoup moins centrale dans la musique classique, mais parce qu'en fait, le théâtre public se revendique de gauche, enfin voilà, de par les origines que tu as retracées, alors que effectivement le monde de la musique classique se revendique pas spécialement de gauche, voilà, et donc finalement on se focalise beaucoup plus sur l'âge des gens et le renouvellement des publics, et en essayant un peu d'évacuer cette question des propriétés sociales, mais qui est quand même régulièrement reposée par des critiques extérieures. Donc voilà, donc je me disais aussi peut-être, voilà, je me demandais ce que tu pensais de aussi cette partition qui a été faite, théâtre public, théâtre privé, qui aussi contribue, et moi je le vois dans la musique aussi, en fait, à former des publics qui sont attendus pour tel ou tel type de musique parce qu'elle est plutôt subventionnée et donc artistique, ou plutôt pas subventionnée et donc commerciale, et qui renvoie vers le commercial le populaire, mais avec cette idée que l'émancipation par l'art, c'est dans le public, et que sinon c'est populaire, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, et du coup, comment ça se rejoue aussi dans le théâtre, quoi. C'est tout à fait juste ce que tu dis sur le cinéma, par exemple. Philippe Marie a fait tout un travail là-dessus, où il fait tout un travail sur la nouvelle vague, et c'est totalement analogue pour le coup au secteur du théâtre, avec la différence centrale étant effectivement la mainmise, disons, de l'État sur le théâtre. Le cinéma en France est très subventionné, mais ça ne se joue pas tout à fait aux mêmes endroits. Donc oui, ça circule. C'est un modèle qui s'est diffusé, notamment le modèle du metteur en scène, dans une bonne partie du spectacle, hors musique, puisque la musique tend à cheval sur l'industrie culturelle, du public, du privé. Effectivement, le modèle le modèle de consécration est tout à fait différent, mais on le retrouve dans le cirque, les arts de la rue, qui sont des arts très populaires à la base, qui se sont d'ailleurs fortement développés dans les années 70. Ces arts de la rue, ça se développe dans les années 70 pour contester cet embourgeoisement du théâtre, pour dire on sort de ces gros lieux qui s'embourgeoisent, qui s'institutionnalisent, on va voir le public. Et puis finalement, l'institutionnalisation progressive a fait apparaître aussi dans les arts de la rue des figures de metteurs en scène, metteuses en scène, une hiérarchie en fonction du degré de subventionnement, etc. Donc on a affaire à des phénomènes analogues, y compris dans des disciplines artistiques dites populaires, par essence en quelque sorte, parce qu'elles créeraient par essence une relation au public extrêmement directe. Donc ce modèle a largement circulé, beaucoup par l'entremise du ministère. Là, pour le coup, sur ces disciplines-là, ça a joué un rôle extrêmement important. Sur la question de la séparation public-privé, alors le privé, je prends toujours bien soin de dire, parce que le théâtre public s'est construit en France, effectivement, en partie contre le théâtre privé de boulevard. Parce qu'il a toujours coexisté un autre théâtre privé, qui sont ces théâtres de la rive gauche, qui étaient anciennement ces théâtres privés de la rive gauche, qui sont des théâtres un peu de bout de ficelle, mais qui sont des théâtres de recherche. Et ces lieux, ils continuent à subsister alors à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu affaire à une coupure quand même assez nette quand même de ces lieux-là, qui fonctionnaient avec un public plutôt parisien, un peu particulier, etc. Il faut
préciser que ces théâtres privés n'existent qu'à Paris, ils n'existent pas en province, parce qu'il n'y a pas le public pour, etc. C'est susceptible de payer, un public potentiel suffisamment large, donc c'est une petite niche quand même. Hein. Et il y avait une coupure assez nette qui s'était quand même opérée, à la fois évidemment du théâtre de boulevard, renvoyé à du commercial, pas nécessairement populaire. Le public du théâtre boulevard n'est pas nécessairement populaire en fait. Et puis effectivement, ce théâtre privé-là, on observe une porosité de plus en plus grande avec ces théâtres privés d'avant-garde ou un peu de recherche et le théâtre public, qui sont liés aussi à l'affaiblissement économique du champ du théâtre public. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que ça sera intéressant, disons, à observer sur les années à venir. Et je trouve que ce qui serait super intéressant à observer, c'est plutôt le développement du stand-up, où là, on a du commercial allié à du populaire, même si après, il faudrait faire des études de public plus poussées, et où le stand-up interroge. On commence à avoir des théâtres qui vont programmer du stand-up, parce que dans le stand-up, il y a quand même de la hiérarchie. Il y a du stand-up de gauche, du coup, qui va passer sur France Inter, etc., hein, et qui, du coup, obtient une certaine consécration journalistique et qui va être programmé dans certains établissements publics et qui sont pensés comme des leviers pour faire venir le public populaire. Donc, voilà, il y a une petite porosité et si la construction intellectuelle elle se fait toujours dans cette opposition quand même public-privé, etc., pour autant, il y a des passerelles, des porosités qui se trouvent dans les moments de crise et on en est là actuellement. Bonjour, donc merci beaucoup pour ces échanges. Alors j'avais deux questions, mais plutôt d'ordre historique par rapport au travail que vous avez mené en interrogeant un peu les pionniers, enfin ceux qui ont participé à la déclaration de Villeurbanne. Parmi les personnes présentes à Villeurbanne, il y a un metteur en scène qui dirigeait le théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, José Valverde, qui a indiqué qu'il avait refusé de signer cette déclaration. Est-ce que vous l'avez interrogé ? Non. Parce que là, c'est le dissident, c'est intéressant. Et puis, deuxième question, c'est pour revenir un peu en arrière, par rapport aux récits que vous avez, qui ont été donnés par ces pionniers, puisque vous avez indiqué effectivement qu'il y avait cette envie de s'intéresser évidemment aux avant-gardes, au théâtre contemporain, et en même temps la nécessité quand même de remplir les salles, enfin d'être populaire, sachant que les subventions étaient assez minces et que donc on était aussi dépendant des recettes de billetterie. Donc si je prends l'exemple de Georges Goubert, enfin j'étais interpellé par j'avais lu un entretien ou un récit assez marquant dans les ouvrages sur la décentralisation théâtrale coordonnés par Robert Abirachen, où il expliquait, alors qu'il était à la tête de co-directeur de la Comédie de l'Ouest, CDN créé à Rennes, qu'initialement, par exemple, ils avaient tenté la première année de programmer John Synge, alors que c'est un auteur celte, ils sont en terre celte, ils avaient fait un bide, et que par conséquent, ils avaient dû se rattraper avec des farces de Molière. Par rapport donc à ces récits vraiment des pionniers que vous avez pu entendre de la décentralisation, comment ont été vécus, parce que Georges Goubert expliquant donc ensuite qu'ils avaient dû faire 10 ans de rattrapage de connaissances théâtrales, un travail d'éducation artistique. Et donc, par rapport à cette envie, quand même, assez compréhensible de s'intéresser au théâtre de son temps, et puis à la nécessité, effectivement, de s'adresser aux œuvres consacrées par l'école, est-ce que vous pourriez y revenir sur ces récits et des divergences éventuelles? En tout cas, je peux revenir sur les expérimentations qui ont été menées, qui ont été variables, mais dans certains théâtres, on retrouve ça pas mal dans la Couronne Rouge, à Aubervilliers, Gabriel Garand, etc. Le travail d'expérimentation, c'est par exemple se dire, donc effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, la question de l'équilibre de la programmation, en essayant de penser des parcours de spectateurs. Hein. Donc on commence effectivement les pièces comiques. Molière, c'est beaucoup monté, mais parce que ça marche très très bien, ça fait rire, etc. Donc il y a tout un truc comme ça. Et puis les grandes tragédies. Donc on emmène petit à petit. Et donc très souvent quand même dans les programmations, ils jouent beaucoup de pièces. Hein. C'est 5-6 pièces par an qui sont créées. Donc c'est beaucoup par rapport à aujourd'hui
ce que représente une création théâtrale. Et donc, il y a quand même souvent une pièce de répertoire contemporain, effectivement, qui est tentée, avec souvent un accompagnement particulier et puis un équilibre financier, effectivement, qui fait qu'on va quand même prendre un risque. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup discutées aussi, notamment pour les troupes qui sont en province, parce qu'elles ont des difficultés à garder les comédiens parisiens. Il faut préciser qu'à l'époque, il y a peu d'écoles, il y a peu de conservatoires. Les conservatoires locaux ne sont pas de très bonne qualité, donc on fait souvent venir des comédiens de Paris. Et en fait, on a du mal à les garder parce que la presse n'est pas là. C'est aussi un des éléments qui font qu'ils vont jouer à Paris. Hein, c'est pour garder leurs comédiens, parce qu'il faut que les comédiens ils aient leur article, etc. Mais c'est aussi, on joue toujours les mêmes pièces. Molière, Racine, c'est sympa, mais nous aussi, on a envie de s'acoquiner avec. Donc, il y a un équilibre en fait assez savant à trouver. C'est vraiment le rôle de ces chefs de troupe de trouver cet équilibre de répertoire entre le public, les envies du public, ce que le public aime, là où on peut les amener, on aimerait les amener, et puis les goûts des comédiens. Voilà, l'intérêt qu'il y a à. Par ailleurs, pendant longtemps, je disais, la mise en scène, hein, on appelle souvent des metteurs en scène extérieurs d'ailleurs à venir mettre en scène parce que ça prend du temps, c'est un peu compliqué dans le travail de troupe, ça crée des relations aussi parfois un peu compliquées dans la troupe. Donc il est fréquent d'avoir aussi des metteurs en scène extérieurs, à la fois parce que c'est accommodant, mais aussi parce que ça permet aussi de garder les comédiens ou de proposer un travail formel un peu différent et qui du coup, sur un classique, pourra peut-être transformer la manière dont le public va saisir les choses. Donc il y a quand même une manière de penser ça. Il y a aussi, à partir des années quand même 60, la volonté de créer des répertoires spécifiques qui puissent être donc soit effectivement des personnes qui se mettent à écrire et qui trouvent là du coup une pratique artistique qui est créative, mais qui permet aussi d'avoir des textes qui puissent être ajustés aussi au public. Donc il va y avoir par exemple, je pense à quelqu'un qui s'appelle Jacques Kramer qui a fondé le Théâtre populaire de Lorraine. Lui, c'est un brechtien convaincu, sauf donc lui, il va dans les usines, etc. C'est un gars qui est militant, encarté au Parti communiste très jeune, qui est aussi formé au Conservatoire dramatique national de Paris. Donc, il a une très bonne formation initiale de comédien et qui a des grandes envies et qui est fan de Brecht. Et donc, il va en usine jouer Brecht je rigole parce que l'entretien était très drôle auprès des métallurgistes. Et puis, en fait... ils trouvent ça chiant, ça les ennuie, etc. Et donc, lui, ce qu'il va faire, du coup, pour garder cet aspect créatif dans son travail, c'est écrire des pièces sur, notamment Minette la Bonne Lorraine, sur comment on travaille l'acier, qu'est-ce que ça fait aux ouvriers, etc. Mais à la Brecht. Et donc, il y a des manières de faire, des tas de manières d'expérimenter, en fait, les choses. Il y a des lieux où on se dit, les textes sont difficiles, mais en fait, on va les faire jouer par une troupe amateur d'ouvriers. Et ils vont s'en emparer, ils vont s'approprier le texte. Donc, cette question de l'articulation, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, comment on fait avec l'envie d'un artiste ou un besoin, etc. Mais il y a tout un travail qui est fait, effectivement, là-dessus, pour que chacun y trouve son compte, en quelque sorte. Et c'est une question aussi importante, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je parlais du caractère consécrateur du public. Effectivement, tant que les subventions sont très faibles, le public est indispensable, donc, parce que ça rapporte de l'argent. Donc c'est aussi un élément, c'est plus c'est subventionné, moins le public a un pouvoir consécrateur aussi. Enfin, consécrateur en tout cas, oui. Oui, merci. Je vais essayer d'être clair. En fait, j'ai le livre là, donc je l'ai pas lu encore entièrement, mais je l'ai feuilleté et ça m'intéresse. Je suis pas chercheur, je suis plutôt un acteur culturel, on va dire. Je voulais savoir si vous aviez étudié l'impact de la sociologie sur justement l'évolution du secteur. Tout à l'heure, vous parliez justement des catégorisations au niveau des relations publiques, etc., en fonction du public. J'imagine que l'essor de la sociologie, et notamment au sein du ministère de la DEP, je crois, la Direction des études et prospectives et tout ça, a sûrement aussi contribué à structurer le champ. Parce que vous avez évoqué comme ça la sociologie du public au départ de l'aventure de la décentralisation. Est-ce qu'il y a réellement des données là-dessus? Parce que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on mythifie aussi un petit peu parfois cet âge d'or d'un théâtre populaire.
même si effectivement il y a ces fameuses photos à Saint-Étienne où on voit des spectateurs aux barrières dans les champs face au spectacle de la Comédie de Saint-Étienne. Et puis après, alors plutôt une remarque, une interrogation. J'ai l'impression que y a un focus comme ça sur la cohorte des metteurs en scène de la déclaration de Villeurbanne. Il n'y avait pas que des metteurs en scène d'ailleurs, il y avait Janson, je crois que c'est lui qui justement introduit la notion de non public. Mais du coup après, moi ça me fait un petit peu, c'est comme un petit hiatus quoi. Enfin, où aujourd'hui j'ai pas l'impression que ce soit les metteurs en scène qui sont dominants en fait dans le champ. Aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir dans l'institution théâtrale, ce sont plutôt ce que vous appelez les programmateurs, c'est-à-dire des directeurs non artistes, et que du coup, la majorité des artistes en France, ils sont pas salariés, et que du coup, évidemment, alors je veux bien que la représentation du créateur et tout ça, ils en sont pas indemnes, mais ça se joue aussi dans ce rapport où aujourd'hui les compagnies, pour produire des spectacles, elles doivent aller voir des directeurs, notamment de scène nationale, qui, eux, pour le coup, le public, c'est important. Enfin, alors après, quel public, effectivement. Et vous aviez évoqué justement cette évolution aussi, où maintenant, effectivement, il y a du cirque, il y a à un moment donné, on disait one-man show, maintenant c'est stand-up et tout ça, qui sont aussi dans le théâtre public. Et voilà, donc... disons que je trouve que il y a comme un procès, enfin moi je l'ai ressenti comme un peu un procès à charge contre des figures comme ça de metteurs en scène que je trouvais pertinentes, hein, évidemment, sinon ça m'aurait pas piqué, mais en même temps j'ai le sentiment que précisément peut-être qui fait la force du théâtre, mais peut-être certains compositeurs aussi en musique sont là-dessus, je pense à Luciano Berio et tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné le renouvellement des formes n'était pas antagoniste avec le fait de aller chercher un public nouveau. Et ça, c'est une idée, je crois, qui est forte et qui est en même temps fragile. C'est-à-dire que, quelque part, le stand-up, c'est une forme nouvelle aussi, on pourrait dire. Et donc, pour faire venir un public qui ne vient pas, il faut changer les formes, en fait. Et j'ai l'impression que des fois, le présupposé qu'il y a dans le livre, c'est que pour un public populaire, il faut des œuvres classiques et que dès qu'on est dans l'innovation et l'expérimentation, c'est élitiste. Enfin, c'est au détriment d'un public, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi alors c'est un livre historique, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi des artistes qui essayent de renouveler les formes en s'adossant précisément directement aussi avec une population, ou avec des gens qui ne sont pas du secteur. Et je pense à toute cette vague du théâtre participatif, etc., par exemple, comme symptôme. Voilà. Alors, je vais répondre en décroissant. Par rapport à la question du renouvellement des formes, moi je n'oppose pas l'avant-garde avec le public, c'est-à-dire que c'est la manière dont les choses se sont articulées historiquement. Ça aurait pu être autrement. Il y aurait pu avoir une articulation avec des formes d'avant-garde et un travail auprès du public pour emmener ce public. Ça ne s'est pas construit comme ça historiquement. Historiquement, ça s'est opposé. C'est ça que je raconte. Moi, je ne porte pas de jugement sur la capacité ou non de l'avant-garde à faire venir un public populaire ou un public populaire à trouver du sens dans l'avant-garde. D'accord ? C'est plutôt montrer qu'en tout cas, ça aurait pu être autrement, mais c'est dans cette séparation-là que les choses se sont structurées. Voilà. L'articulation, elle aurait pu se faire autrement. Et d'ailleurs, c'est des choses qui ont été expérimentées dans les années 60 dans certains endroits. Donc, ça, j'espère en tout cas le montrer dans le livre. Donc voilà, c'est pas un procès d'intention à l'avant-garde, c'est plutôt... voilà. Et puis comment aussi cette avant-garde se targue de pouvoir toucher le public populaire. Donc à partir de ce moment-là, comment ils font, etc. Ça, c'est la première question. Alors, sur le programmateur, en fait, j'en parle beaucoup dans le livre. Ce que je montre, en fait, c'est que je travaille sur les directeurs d'établissements publics subventionnés par l'État, centres dramatiques et maisons de la culture, qui deviennent scènes nationales. Donc là, j'ai beaucoup parlé des metteurs en scène, effectivement, puisque ce sont eux qui dirigent les centres dramatiques. Mais je parle beaucoup dans le livre de ce qu'on appelle les animateurs, qui dirigent les maisons de la culture, en montrant que cette figure de l'animateur, dans les années 70, elle se transforme.
dans la figure du programmateur. Et que ce qui change, en fait, c'est que le programmateur va contribuer à faire sa réputation, certes sur sa capacité à remplir les salles, mais beaucoup plus autour de sa capacité à repérer des talents. C'est vraiment ce qui s'opère dans les années 70 ou 80. Et c'est ça qui change. Et après, les injonctions qui sont faites aujourd'hui aux programmateurs, ce que je montre, c'est qu'elles diffèrent en fonction de lieu d'implantation du théâtre qu'ils dirigent. C'est-à-dire que quand on est au Creusot, on dirige la scène nationale du Creusot, on ne peut pas tout à fait mener la même politique qu'à la MC 93, quand bien même c'est à Bobigny, parce qu'on n'a pas le public potentiel suffisant. Et donc, qu'à un moment, on fait des enjeux de programmation, etc., qui ne sont pas forcément du repérage de talents, qui vont être plutôt une composition, etc., destinée au public. Alors qu'effectivement, une scène nationale implantée dans une très grande ville, avec un public de connaisseurs, aura une plus grande liberté en quelque sorte et pourra davantage faire montre de sa capacité, de son talent de repéreur ou de repéreuse. Voilà. Mais du coup, ça c'est plus sur la fin de l'ouvrage que vous trouverez ces choses-là. Mais il y a beaucoup d'éléments sur les programmateurs qui sont devenus effectivement un personnage pivot du système actuel et qui centralise beaucoup de pouvoirs. Ces pouvoirs de production, diffusion, prescription dont je parlais, c'est très très fort chez eux. Ensuite, pour vos premières questions, alors sur l'impact de la sociologie sur l'évolution du secteur, alors oui, la sociologie a eu beaucoup d'impact, beaucoup d'effets. Le premier du rang desquels Bourdieu, en fait, Bourdieu a même été monté, c'est le rêve des sociologues, il y a eu des mises en scène des textes de Bourdieu dans les années 60-70. Les règles de l'art, la distinction ont été montées par des metteurs en scène d'avant-garde d'ailleurs. Oui, la sociologie, c'est aussi les travaux sociologiques de la fin des années 60 qui ont amené à cette déclaration de Villeurbanne en 68 qui dit qu'est-ce qu'il en est du public. Donc très clairement, la sociologie était régulièrement convoquée dans les années 60-70. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des travaux de Bourdieu qui ont été commandités, etc. Donc il y avait un fort lien avec les travaux des sociologues de l'époque. Et il y a même d'ailleurs des sociologues. J'ai retrouvé des archives qui montrent que dans certains théâtres avaient même leurs sociologues sur place, qui faisaient des études de public, etc. Alors, c'était des sociologues qui pouvaient être aussi dramaturges, voilà. Mais en tout cas, c'est des gens qui avaient fait des études poussées de sociologie, qui avaient une bonne connaissance de la construction statistique, de comment on mène une étude. Donc, il y a eu des choses comme ça. Et en fait, les études du public disparaissent progressivement. En tout cas, on en trouve beaucoup moins traces. Alors, est-ce que c'est qu'elles n'existent plus ou est-ce qu'elles c'est qu'elles sont plus remontées au ministère? Je ne sais pas. Mais on en trouve beaucoup moins traces au sein des publics à partir des années 80, où là, les appuis et même les différents travaux s'appuient beaucoup plus autour des questions des théories de la médiation, qui sont plus reliées souvent au champ des études théâtrales ou à l'infocom, qu'au champ sociologique pur jus. S'agissant donc du DEPS, des départements études prospectives statistiques, alors c'est l'ancêtre du DEPS, le SER, je ne sais plus quel est le service, bon bref, peu importe. Je crois que c'est les années 70, je crois que c'est 72 la création donc, de l'ancêtre du DEPS, ce qui raconte bien donc, l'intérêt quand même pour produire de la statistique publique sur les publics. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce DEPS va contribuer à proposer une analyse très quantitative du public. Là où précédemment, effectivement, on retrouve au sein des théâtres, les théâtres font eux-mêmes des études de public quali, à savoir quels sont les métiers, quelles sont les origines sociales, etc. Et donc, pour répondre à votre question, quelles données on a dans les années 70 ? On retrouve des données d'enquêtes qui ont été faites au sein des théâtres. Certains théâtres en font beaucoup. Et donc, ce qu'on retrouve, alors c'est pas miraculeux. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, à Aubervilliers, on arrive à 18% de public ouvrier sur la totalité. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais finalement, c'est pas si mal. Voilà. Donc, il existe des données et elles se font de plus en plus rares. Il y aura vraiment un gros travail à faire sur vraiment le public des théâtres actuellement. Merci. Pour rebondir sur la question des directeurs programmateurs, je me demandais si vous aviez pu vous intéresser à la question de la communication.
communication, vraiment au sens très précis, c'est-à-dire que effectivement, on a parlé des animateurs, on a parlé de la médiation, de cette relation au public puis au spectateur, mais moi je m'interroge beaucoup sur la communication et ces textes en fait qu'on écrit et qui s'adressent à un public extrêmement précis et qui en fait sont assez, je dirais illisibles. Hein, c'est mon analyse très spontanée, mais je trouve que c'est une question qu'on pose jamais en fait, parce que voilà, il y a le travail sur la médiation. Donc, avec ces publics segmentés que vous avez analysés, avec donc dans une logique de politique de la demande, et dès qu'on est dans la politique de l'offre, là voilà, cette question de la communication aujourd'hui, ce que vous avez pu leur poser à ces directeurs, parce que je trouve que c'est vraiment pour moi un sujet en tout cas important. Et mon autre question, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Michel Schneider, qui s'était, j'imagine vous le savez, opposé de manière assez historique et emblématique à Jack Lang par rapport à sa politique soi-disant de gauche, disait Michel Schneider. Alors, je vais répondre à la deuxième question très rapidement. Non, je ne l'ai pas rencontré. Alors, s'agissant de la communication, ça me faisait un peu sourire parce que quand le livre est sorti, j'ai reçu un courrier d'un animateur, etc. C'est un gars qui a dirigé un théâtre que je n'ai pas rencontré, mais parce qu'il n'était pas dans ma cohorte, et qui me disait... lui, c'est quelqu'un qui a eu une carrière justement déclinante parce qu'il a voulu maintenir ses pratiques d'animation anciennes, etc. Et puis, du coup, il n'a pas été renouvelé dans ses mandats de directeur. Et il me disait, Jack Lang me disait, arrêtez l'animation, faites de la communication. Donc, voilà, ça raconte en tout cas cette idée courante dans les années 80, visiblement, que la communication pouvait en tout cas pallier le déficit d'animation. Alors sur la communication, j'ai travaillé vraiment à la marge là-dessus. C'est vrai que j'aurais pu le faire de manière plus systématique. J'ai travaillé un peu dessus pour voir comment les troupes du théâtre populaire travaillaient les questions de communication, les feuilles de salle par exemple, qui étaient très explicatives. C'est aussi intéressant cette chose-là où c'est pas une mise en scène de l'artiste, de la pensée de l'artiste, c'est vraiment écrit par les animateurs eux-mêmes qui vont vraiment expliquer, décortiquer l'intrigue. Donc il y a vraiment une idée d'accompagner le spectateur dans la compréhension de ce qui se passe sur scène. Là où effectivement, après, moi je me suis plus intéressée après aux dossiers de presse, etc. Où là, on est effectivement dans des discours parfois difficiles à comprendre, effectivement, et qui mettent en scène en quelque sorte les capacités intellectuelles des artistes, et qui sont souvent truffés de références intellectuelles, qui sont toujours les mêmes en fait, Michel Foucault, Deleuze. Voilà. Et après, sur la communication, je me suis amusée aussi, mais c'était un petit marqueur, mais qui a bien fonctionné. J'ai fait une analyse lexicologique des éditoriaux du Festival d'Avignon, de 1947 à aujourd'hui, pour voir quels étaient les termes qui apparaissaient le plus. Alors, on voit disparaître les termes de peuple et de populaire pendant 20 ans, réapparaître. Donc c'était plus là-dessus. Et en tout cas, l'analyse lexicologique, je l'avais faite beaucoup autour de la question du populaire, du social, de la démocratie, machin. Mais ça fait apparaître aussi une forte intellectualisation des références, etc. Voilà. Et quand on se dit que ces éditos sont la communication du festival censée donner envie à tout un chacun de venir, on voit très bien que ça ne s'adresse plus tout à fait au même public. C'est assez évident. Merci Marjorie. D'autant plus que je vous remercie à double titre parce que je vous avais déjà téléphoné, parce que moi j'ai fait ma conférence gesticulée sur ce sujet qui s'appelle Théâtre Service Public Fan Party. Voilà, donc moi je l'aborde du point de vue de mon expérience. Donc, c'est-à-dire j'ai commencé à être spectatrice à partir des années 60, puis j'ai travaillé dans les métiers du théâtre jusqu'à la fin, enfin jusqu'aux années 2015. Et donc j'ai traversé toutes ces époques, enfin pas celles des années 50, mais bon, celles d'après. Et effectivement, quand j'ai lu votre livre, ça a tellement confirmé ce sur quoi j'avais travaillé, ce que j'avais traversé, et je me sentais pas toujours forcément la légitimité de le faire, enfin de le dire, mais là, ça m'a fait beaucoup de bien. Ceci dit, j'aborde le sujet vraiment par rapport à la fin du service public, exactement comme on est quelque part dans la fin d'un service public de la santé ou ou d'autres choses, enfin de tous les services, de la dégradation des services publics aujourd'hui, en partant effectivement de l'expression de Villard, théâtre service public.
Voilà. Et en tout cas, du coup, j'ai travaillé, c'est très amusant parce que dans beaucoup de structures, au fil des eaux, de celles que vous appelez les disqualifiées, parce que j'ai toujours été portée par moi cette utopie d'un théâtre de service public populaire et collectif. Donc aussi pour pour une structure qui s'appelait Culture Commune dans le Pas-de-Calais, avant qu'elle soit scène nationale. Et aussi pour d'autres secteurs que j'appelais, parce que à un moment je finissais par appeler le théâtre, parce qu'après j'ai travaillé beaucoup pour la marionnette, pour le cirque, pour les arts de la rue, etc. Et effectivement, j'avais l'impression que le théâtre devenait une très petite partie de tout le spectacle vivant. Voilà. Et depuis que j'ai commencé à montrer quelques fois ma conférence, j'ai rencontré des jeunes gens qui me disaient, par exemple, ah, mais pour moi, le théâtre, c'était le théâtre de rue. Voilà. Parce qu'ils habitaient en province, c'était des gens qui avaient, je dirais aujourd'hui 28 ans, et qui habitaient en province et qui étaient jamais rentrés dans un théâtre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette notion d'un théâtre public, elle est, je pense vraiment très éloignée. Enfin, là, je pense qu'on est entre personnes qui sont dans le dans le mouvement ou dans la sociologie. Mais en fait, aujourd'hui, quand on parle du théâtre dans la rue aux gens, on est un peu surpris quelquefois de voir à quel point c'est éloigné justement du grand public, et pas seulement d'un public populaire, du grand public en général. Voilà. En tout cas, merci Marjan. Ah oui, juste une question. Est-ce que vous avez rencontré Denis Guénoun ou pas? Non. Ah bon, voilà, parce que j'en parle beaucoup dans ma conférence, vu que voilà. Eh bien, notre séance touche à sa fin. Merci beaucoup Marjorie pour ta présence avec nous aujourd'hui et pour ton livre vraiment passionnant. Je crois qu'on l'a tous vu et compris. Merci à Thomas Guiffard à la réalisation technique. Merci aussi au comité d'organisation des rencontres du RT14, Tristan Dominguez, Karim Amou, Regina Adzipetro-Andronikou, Bianca Maretti, Muriel Mille et Vincent Timsit. Encore un rappel pour la prochaine séance. Le 12 juin prochain, nous aurons le plaisir de rencontrer cette fois Alexandre Robert autour de son livre intitulé « Devenir compositeur, enquête socio-musicologique sur Déodat de Séverac », animé par Regina Adzipetro-Andronikou. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt.